Je m'appelle Vanessa et à 33 ans, je ne m'attendais pas à ce que mes propres parents utilisent mon plus grand chagrin comme une arme contre moi. Après la mort de mon mari, je suis devenue une mère célibataire avec de jeunes jumeaux. Mes parents ont refusé de m'aider, mais mes beaux-parents nous ont accueillis à bras ouverts. Des années plus tard, j'ai vendu mon ranch de chevaux pour 88 millions de dollars. Quand mes parents se sont présentés, j'ai révélé le cadeau destiné à mes beaux-parents, et leurs visages se sont figés de stupeur. Avant de continuer cette histoire, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Mettez un like et abonnez-vous si vous avez déjà dû affronter un membre toxique de votre famille qui sous-estimait votre valeur. Grandir dans une riche banlieue du Connecticut signifiait que maintenir une image impeccable était la seule religion que ma famille ait jamais vraiment pratiquée. Mes parents, Béatrice et Harrison Montgomery, exigeaient une excellence absolue et inébranlable ainsi qu'une conformité stricte de la part de tous ceux qui les entouraient. Ce soir-là, la salle à manger formelle était une vitrine spectaculaire de leur immense richesse. La table en acajou antique, exceptionnellement longue, gémissait sous le lourd poids de verre à vin en cristal étincelant, de plateaux en argent parfaitement polis, et d'une dinde massive, magnifiquement rôtie, que personne n'avait encore pris la peine de toucher. Les membres de la famille élargie étaient assis raidement dans la pièce opulente, craignant de parler. J'étais assise près de l'extrémité lointaine et silencieuse de la très longue table, me sentant complètement déplacée dans mon simple pull tricoté et mon jean délavé pratique. Mes jumeaux de 6 ans, Léo et Lily, coloriaient joyeusement et tranquillement dans la véranda attenante, complètement inconscients de la tension lourde et pesante qui étouffait lentement les adultes dans la salle à manger formelle. L'air était chargé de cette hostilité polie et riche que ma famille avait mis des décennies à perfectionner. Je voulais vraiment que mes enfants connaissent leur famille élargie, alors j'espérais naïvement que l'esprit chaleureux des fêtes pourrait enfin apporter un véritable moment de paix et de réconciliation durable. J'avais incroyablement et tristement tort. Je prenais une lente et silencieuse gorgée de mon eau glacée quand ma mère se leva brusquement à la tête de la table. Elle plongea la main dans son grand sac à main de créateur en cuir et en sortit agressivement une pile épaisse et incroyablement intimidante de papier juridique. Sans un seul mot d'avertissement, elle se dirigea d'un pas rapide vers ma chaise et laissa tomber avec force un document juridique de 20 pages directement sur mon fragile assiette. Le bruit lourd et sourd du papier contre la porcelaine fine résonna sans fin dans la salle à manger étonnamment silencieuse. Je baissai les yeux sur les caractères juridiques gras, puis levai lentement les yeux vers ma mère. Je pense qu'il est enfin temps de mettre un terme à ce sale petit passe-temps de refuge pour chevaux, Vanessa, annonça-t-elle, sa voix claire et tranchante pour que chaque oncle et tante puisse l'entendre. Tu vas signer la cession du ranch à ton frère Preston ce soir pour qu'il puisse en faire quelque chose d'utile. Je la fixai, incapable de comprendre l'audace et la cruauté de sa demande. La propriété qu'elle appelait un « sale petit refuge pour chevaux » était le sanctuaire que j'avais construit de mes propres mains après le décès de mon mari, Liam. C'était mon gagne-pain. C'était le seul véritable foyer que mes enfants connaissaient, et elle voulait que je le cède juste avant le dessert. Je retirai calmement le lourd document juridique de mon assiette et le posai doucement sur la table en bois. Je ne signe rien, mère, dis-je, gardant ma voix parfaitement égale, malgré la rage qui bouillonnait dans ma poitrine. C'est le dîner de Thanksgiving. Pouvons-nous s'il vous plaît simplement profiter du repas et discuter à faire une autre fois? Harrison? Mon père se pencha en avant depuis l'autre bout de la table. Ne parle pas à ta mère sur ce ton, Vanessa, exigea-t-il bruyamment. Nous essayons de t'aider à réparer ta vie. Tu joues dans la boue depuis des années. Il est temps de rejoindre le monde réel, continua-t-il. Ton frère a un projet d'entreprise légitime pour ce terrain. C'est alors que Preston intervint avec empressement. À 36 ans, Preston était l'enfant chéri incontesté de la famille Montgomery. Il fit glisser un lourd stylo plume en argent sur la table en acajou vers moi. Il roula doucement jusqu'à ce qu'il heurte la base de mon verre d'eau avec un cliquetis sec. Allons, Vanessa, dit Preston, se penchant en arrière dans sa chaise tel un roi richissime tenant sa cour parmi ses loyaux sujets. Je te fais une énorme faveur financière, petite sœur. Je t'offre un rachat de 150 000 $ pour ce misérable lopin de terre, déclara Preston. C'est plus que juste pour une mère célibataire en difficulté qui se noie clairement dans les dettes et les mauvaises décisions. Il y a 5 ans,
Mon merveilleux mari Liam, un professeur de sciences de lycée adoré, est mort subitement dans un tragique et horrible accident de voiture. Sa mort inattendue m'a laissé complètement anéanti et entièrement seul avec 2 nourrissons d'1 an et une montagne massive de dettes médicales et funéraires écrasantes. Je n'avais nulle part où me tourner et aucun moyen de subvenir aux besoins de ma jeune famille en deuil. À mon heure la plus sombre, j'avais traversé un blizzard hivernal glacial pour venir à cette même maison, suppliant mes parents d'un prêt temporaire juste pour garder les lumières allumées et nourrir mes bébés. Ils avaient froidement verrouillé les lourdes portes d'entrée et m'avaient dit que je devais apprendre l'indépendance et arrêter de compter sur l'assistanat. Dans le même souffle, ils avaient joyeusement remis à Preston un chèque de $200 000 pour financer une start-up technologique ridicule que tout le monde dans le secteur savait vouer à l'échec. Maintenant, Preston était assis en face de moi, utilisant ma tragédie comme un levier pour me voler ma terre. « Tu es pratiquement en faillite, Vanessa », continua-t-il, son ton suintant d'une fausse pitié qui fit hocher la tête des autres invités en accord silencieux. Nous savons tous que Liam ne t'a laissé que des factures impayées et ses jumeaux bruyants. Comment arrives-tu même à les nourrir ces jours-ci? Tu devrais me remercier à genoux de te donner une porte de sortie propre. Prends les $150 000. Rembourse tes dettes et emménage dans un petit appartement bon marché en ville, là où est ta place. La table à manger resta silencieuse tandis que ses insultes flottaient lourdement dans l'air chaud des fêtes. Mes tantes et oncles détournèrent rapidement le regard, fixant intensément leurs verres en cristal coûteux, totalement réticents à défier l'enfant chéri ou à irriter mes redoutables parents. Ils étaient tous complices de cette embuscade calculée, attendant avec impatience que je m'effondre en larmes. Mais je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas baissé les yeux vers le sol poli. J'ai simplement ramassé le lourd stylo en argent, les fait rouler pensivement entre mes doigts et j'ai regardé directement, férocement, dans les yeux de mon frère aîné. L'offre de $150 000 est très généreuse, Preston, dis-je, ma voix résonnant fermement et clairement à travers la pièce silencieuse. C'est vraiment dommage que tu aies environ 5 ans de retard pour jouer les héros. Je renvoyai le stylo en argent de l'autre côté de la large table. Je ne signe pas ton contrat insultant car la propriété n'est plus à mon nom personnel et elle n'est absolument plus disponible pour un transfert privé à toi ou à quiconque dans cette famille toxique. Béatrice laissa échapper un rire sec et cruel qui résonna contre le haut plafond de la salle à manger. Oh, s'il te plaît, ne me dis pas que la banque a saisi ce lopin de terre, ricana-t-elle. Je savais que tu le perdrais. Tu n'as jamais eu le sens des affaires. Tu aurais dû nous laisser gérer les choses. Maintenant tu n'as rien et tu as ruiné l'avenir de tes enfants. Je me levai de ma chaise, lissant lentement mon pull. Je mis la main dans ma poche et en sortis un morceau de carton. C'était une carte de visite de luxe en relief. Je la laissai tomber sur le contrat juridique de Preston. En fait, mère, la banque n'a pas saisi le ranch, dis-je. C'est la carte de visite du directeur principal des acquisitions d'une grande société de développement international. Ils ont pris possession de l'acte de propriété ce matin. Preston arracha la carte de la table, son sourire narquois s'évanouissant instantanément alors qu'il lisait le nom prestigieux de l'entreprise imprimé sur le devant. La couleur quitta son visage, et il parut terrifié par ce que j'avais accompli sans aide. « Qu'est-ce que c'est, Vanessa » balbutia-t-il, sa voix tremblant visiblement d'une panique soudaine et indéniable. « Que as-tu fait à la propriété familiale ?» Je regardai tranquillement mes parents, puis mon frère tremblant. J'ai fait exactement ce que vous m'avez tous dit de faire il y a 5 ans, quand je gelais et pleurais dans votre allée, dis-je, me dirigeant vers la porte de la salle à manger pour récupérer mes enfants. J'ai appris exactement comment être indépendante. Profitez bien de votre dinde sèche. Le vent mordant de novembre fouettait l'allée immaculée alors que je pressais Léo et Lily vers mon break usé. J'avais à peine réussi à les emmitoufler dans leurs manteaux d'hiver que la lourde porte d'entrée en chêne du domaine de mes parents s'ouvrit violemment contre le mur de briques. Preston descendit les grandes marches en calcaire. Ses chaussures en cuir italien coûteuses claquaient sèchement contre le pavé glacial. Il se fichait que mes enfants soient juste là, me tenant la main. Il marcha droit vers ma voiture et plaqua sa main contre la portière du conducteur juste au moment où j'atteignais la poignée. Tu crois qu'un bout de carton brillant fait de toi une actrice dans le monde réel, Vanessa, cracha-t-il, son souffle formant des panaches dans l'air glacial.
Tu penses que tu peux simplement entrer dans cette maison, manquer de respect à notre mère, et en sortir avec une fantaisie de vendre ce misérable lopin de terre à une entreprise? Tu es délirante. Je poussai doucement Léo et Lily sur la banquette arrière et fermai solidement leurs portes, les protégeant de sa voix montante. Je me tournai pour faire face à mon frère. Je ne joue à aucun jeu, Preston. J'ai trouvé un acheteur légitime pour ma propriété. Maintenant, enlève ta main pour que je puisse ramener mes enfants à la maison. Il se pencha plus près. Son visage était tordu par un mélange d'arrogance et de rage absolue. Tu n'as pas de maison. Tu vis dans une grange attenante à une ferme pédagogique en faillite. Tu es une veuve financièrement instable qui ne peut même pas se payer des vêtements décents pour un dîner de fête. Si tu refuses mon offre de rachat ce soir, je passerai un coup de fil demain matin. J'appellerai les services de protection de l'enfance. Je leur dirai que tu es une mère inapte, noyée sous les dettes et complètement incapable de fournir un environnement sûr pour ses jumeaux. Ils t'enlèveront Léo et Lily avant la fin du week-end. La menace était conçue pour me briser, pour me faire tomber à genoux, paniquer. Il s'attendait à ce que je pleure et que j'implore sa pitié. Au lieu de cela, le vent glacial hurlant à travers la pelouse manucurée déclencha un souvenir viscéral qui me frappa plus fort que ces menaces vaines ne pourraient jamais le faire. Je fixai l'allée glacée sous mes bottes. Et soudain, je n'avais plus 33 ans, debout dans le froid léger de l'automne. J'en avais 28. C'était il y a 5 ans, la nuit des funérailles de mon mari, Liam. Le pire blizzard de la décennie avait enseveli la ville sous des mètres de neige. Liam était mort subitement quand un conducteur ivre avait grillé un feu rouge, me laissant entièrement seul avec 2 nourrissons d'1 an. Il était un professeur de sciences de lycée adoré qui avait passé sa vie à aider les autres, mais sa modeste assurance vie couvrait à peine les frais de l'unité de traumatologie de l'hôpital et le coût de son cercueil. Il ne me restait absolument rien. Mon compte en banque était à découvert. Je n'avais pas d'argent pour le loyer, et je n'avais pas d'argent pour acheter du lait maternisé pour mes bébés en pleurs. Désespéré et complètement terrifié, j'avais conduit ma voiture défaillante à travers la tempête de neige aveuglante jusqu'à cette même allée. J'avais gravi péniblement ces mêmes marches en calcaire, la neige s'infiltrant dans mes bottes bon marché. J'avais martelé la lourde porte d'entrée en acajou jusqu'à ce que mes jointures saignent. Mes parents avaient ouvert la porte de quelques centimètres seulement. La lumière chaude et dorée de leur grand foyer se déversait dans la tempête glaciale, illuminant mon visage taché de larmes. Je les avais suppliés pour un prêt temporaire. Juste quelques milliers de dollars, avais-je plaidé, juste assez pour garder le chauffage dans notre petit appartement et acheter des provisions jusqu'à ce que je trouve un deuxième emploi. J'avais promis de leur rembourser chaque centime avec intérêt. Je leur avais dit que leurs petits-enfants gelaient. Mon père, Harrison, se tenait droit et complètement imperturbable dans sa veste de soirée sur mesure. Il me regardait comme si j'étais une étrangère demandant la charité au coin d'une rue. « Tu dois apprendre l'indépendance, Vanessa », avait-il déclaré froidement. « Te sortir de tes mauvais choix de vie ne t'apprendra pas à survivre dans le monde réel. » Liam était un gentil garçon, mais il n'avait aucune prévoyance financière. Tu as choisi cette vie. Maintenant, tu dois la gérer. Ma mère, Béatrice, se tenait juste à côté de lui, portant un collier de diamants étincelants et une expression sereine. Elle poussa lentement la lourde porte pour la fermer, mais avant que le loquet ne s'enclenche, je vis Preston debout dans le couloir chaud derrière eux. Il tenait un bout de papier. C'était un chèque de 200 000 dollars. Mes parents venaient de lui remettre joyeusement une fortune massive pour financer sa start-up technologique ridicule. Ils lui avaient donné des centaines de milliers de dollars pour une application que tout le monde dans le secteur savait vouer à l'échec. Pendant ce temps, ils laissaient leur fille veuve et en deuil dehors dans un blizzard mortel pour apprendre l'indépendance. Preston m'avait souri à travers la porte qui se fermait il y a 5 ans avec le même sourire arrogant qu'il arborait en ce moment même. Sa start-up s'était effondrée 6 mois plus tard, brûlant chaque centime de cet argent. Il n'a subi aucune conséquence. Je suis rentré chez moi ce soir-là et j'ai nourri mes bébés avec de la bouillie d'avoine diluée tout en portant 2 manteaux d'hiver. J'ai survécu. J'ai construit une vie sur les cendres dans lesquelles il m'avait laissé. J'ai chassé ce souvenir et me suis reconcentré sur le moment présent.
J'ai regardé Preston et je n'ai ressenti que de la clarté, froide et dure. Tu es complètement pathétique, Preston, dis-je. Ma voix était étrangement calme, coupant l'air vif de la nuit. Appelle-les. Appelle les services de protection de l'enfance demain matin. Raconte-leur tous les mensonges que tu veux inventer, car lorsqu'ils arriveront sur ma propriété, ils trouveront un centre d'équithérapie entièrement opérationnel et très rentable. Ils trouveront 2 enfants en bonne santé et heureux qui fréquentent une excellente école primaire. Ils trouveront que mon entreprise n'a aucune dette. Ils verront que je suis une mère incroyablement capable qui a construit un sanctuaire prospère de ses propres mains. Tes menaces ne signifient absolument plus rien pour moi. Preston ne s'y a pas. Il ne recula pas et ne montra aucun signe de défaite. Au lieu de cela, son sourire cruel s'élargit en un rictus sinistre qui me noua l'estomac. Il plongea la main dans la poche intérieure de son costume de créateur coûteux et en sortit lentement son smartphone. « 0 dette ?» demanda-t-il, sa voix dégoulinant d'un amusement condescendant. « En es-tu absolument certaine, Vanessa ? Parce que je pense que tu as peut-être manqué un courrier très important. » Il tapota plusieurs fois l'écran lumineux de son téléphone, puis me le planta de force sous le nez. Je plissai les yeux contre la lumière vive de l'écran. C'était un scan numérique d'un document juridique officiel. Mes yeux parcoururent le texte en gras en haut de la page. C'était un privilège immobilier déposé directement contre mon ranch de chevaux. Le document portait le sceau officiel du bureau du greffier du comté et la signature distinctive du cabinet d'avocats d'affaires de premier plan qui représentait mon père. Je lus les détails rapidement, essayant de comprendre l'ampleur de la trahison qui me fixait. Le privilège prétendait que je devais un solde impayé massif sur un prêt familial fabriqué de toutes pièces. Ils avaient d'une manière ou d'une autre fabriqué une créance légale, affirmant que les coûts de démarrage de mon ranch de sauvetage avaient été financés par un prêt personnel de Harrison et Béatrice. C'était un mensonge complet et absolu. Mes parents ne m'avaient jamais donné un seul centime. Chaque clou que j'avais acheté, chaque botte de foin, et chaque facture de vétérinaire que j'avais payée avait été financée par mon sang, ma sueur et mes larmes. Mais les avocats d'affaires que mon père employait étaient impitoyables et incroyablement doués pour créer des fictions juridiques bétonnées. Ils avaient enfoui la dette fabriquée sous des couches de jargon juridique complexe et des accords falsifiés qui semblaient terrifiants de légitimité pour un œil non averti. Tu vois, Vanessa, ricana Preston, abaissant le téléphone mais gardant son regard triomphant fixé sur le mien. Tu ne possèdes pas ta propriété sans charge. Notre père a placé ce privilège sur ton lopin de terre il y a 3 jours, dès que nous avons découvert que ses promoteurs reniflaient de ton côté de la ville. Nous savions que tu essaierais d'encaisser et de t'enfuir. Mais tu ne peux pas vendre un seul brin d'herbe sans un titre de propriété clair. Je pris une profonde et lente inspiration, forçant mon rythme cardiaque à rester stable. Vous avez fabriqué une dette, déclarai-je simplement, refusant de lui donner la satisfaction de me voir paniquer. Je porterai cela devant les tribunaux. J'engagerai un expert comptable pour démolir vos faux documents. Je prouverai à un juge que je n'ai jamais reçu un seul centime de cette famille. Preston rit, un son rauque et aboyant qui résonna dans la vaste allée vide. Oh, tu pourrais certainement te battre au tribunal, acquiesça-t-il, remettant son téléphone dans sa poche. Mais tu seras en faillite bien avant de voir l'intérieur d'une salle d'audience, continua Preston, son souffle se transformant en un nuage blanc de malveillance absolue. Le temps qu'un juge examine tes papiers, ses promoteurs seront partis depuis longtemps. Tu as jusqu'à lundi, Vanessa. Paie les $500 000 ou cède-moi la propriété pour le rachat. Sinon, tu la perds de toute façon au profit de la banque. Profite bien du trajet de retour dans cette épave. Il me tourna le dos et remonta avec assurance les grandes marches en calcaire, disparaissant à nouveau dans la forteresse chaude et lumineuse de nos parents. Je ne perdis pas une seconde de plus à regarder cette maison. Je suis monté dans ma voiture glaciale, j'ai démarré le moteur qui tout sautait et je me suis éloigné du vaste domaine des Montgomery. Mes mains serraient le volant si fort que mes jointures devinrent blanches. Le chauffage de ma voiture fonctionnait à peine, mais le froid à l'intérieur du véhicule n'était absolument rien comparé à la cruauté glaciale de mes propres parents. J'ai regardé dans le rétroviseur et j'ai vu Léo et Lily profondément endormis, leurs petites têtes reposant l'une contre l'autre.
Je devais les protéger. Je devais me battre. 20 minutes plus tard, les immenses grilles en fer et les pelouses manucurées du quartier de mon enfance s'effaçaient pour laisser place aux modestes rues populaires de la périphérie de la ville. Je me suis garé dans une allée en béton fissurée devant une petite maison de plain-pied. La peinture s'écaillait légèrement autour des cadres des fenêtres, mais la lumière du porche brillait d'une lueur jaune accueillante. C'était la maison de George et Hélène, les parents de mon défunt mari Liam. C'était mon véritable sanctuaire. J'ai détaché les jumeaux endormis, les ai portés à l'intérieur un par un et les ai délicatement bordés dans la chambre d'amis. Quand je suis entré dans le salon étroit, George était assis dans un fauteuil inclinable usé. Il leva les yeux et m'offrit un sourire chaleureux et sincère qui desserra instantanément le nœud dans ma poitrine. La maison sentait la cannelle et le poulet rôti, un contraste saisissant avec la perfection stérile et traiteur de la salle à manger de mes parents. Hélène était allongée sur le canapé fleuri, enveloppée dans un épais édredon. Sa peau était pâle et sa respiration semblait incroyablement superficielle. Une toux soudaine et violente secoua sa frêle silhouette. Je me suis précipité à ses côtés et me suis agenouillé sur le tapis usé, prenant sa main chaude dans la mienne. « Tu ne devrais pas être dehors par ce temps épouvantable, Vanessa », murmura Hélène, sa voix faible mais pleine d'une affection sans borne. « Les routes sont en train de geler. »« Nous allons parfaitement bien, Hélène », l'assurai-je doucement, écartant une mèche de cheveux gris de son front. « Comment te sens-tu ce soir ? Est-ce que le médecin a rappelé pour le calendrier de l'opération ? » George se leva et s'approcha, posant sa main lourde et calleuse sur mon épaule. « L'hôpital a appelé cet après-midi, dit-il, sa voix épaisse d'une inquiétude réprimée. Ils ne peuvent pas programmer l'opération tant que nous n'aurons pas fourni un paiement initial massif. L'assurance ne couvrira tout simplement pas le spécialiste hors réseau dont elle a désespérément besoin. Nous envisageons de prendre une deuxième hypothèque, mais la banque traîne des pieds. » Une colère vive et brûlante monta en moi. Pas contre George et Hélène, mais contre l'injustice fondamentale du monde. Il y a 5 ans, lorsque mes propres parents m'avaient enfermé dehors dans un blizzard, ce sont George et Hélène qui m'avaient ouvert leurs portes. Ils n'avaient ni richesse ni relation. C'était un mécanicien à la retraite et une employée de cafétéria d'école publique. Mais quand ils m'ont vu grelotter avec 2 nourrissons, ils n'ont pas hésité une seule seconde. Ils m'ont assise à cette même table de cuisine et ont pris une décision qui m'a sauvé la vie. Ils ont complètement vidé toutes leurs économies de retraite. Ils ont pris chaque centime du maigre 401K qu'ils avaient passé 40 ans à construire et m'ont acheté ce terrain abandonné et envahi par la végétation en bordure de la ville. Ils ont acheté le lopin de terre que ma mère moquait pour que je puisse avoir un endroit où vivre et une chance de construire un avenir pour leurs petits-enfants. Ils ont sacrifié leurs années dorées pour ma survie. Maintenant, Hélène luttait contre une grave maladie cardiaque, et les factures médicales s'accumulaient plus vite que nous ne pourrions jamais les gérer. L'opération dont elle avait besoin pour lui sauver la vie coûtait des centaines de milliers de dollars. Ils m'avaient tout donné, et maintenant ils n'avaient plus rien pour se sauver eux-mêmes. « N'appelle pas la banque, George, dis-je en le regardant avec une détermination farouche. Je t'ai dit que je m'en occupais. Tu ne vas pas prendre une deuxième hypothèque. Tu ne vas pas perdre cette maison. L'argent arrive. Je vous le promets à tous les deux. L'argent arrive cette semaine. » Hélène m'offrit un faible sourire dubitatif, serrant mes doigts. « Oh, chérie, tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour nous, » murmura-t-elle. « Concentre-toi sur les jumeaux. Nous trouverons un moyen. Nous le faisons toujours. » Je me suis levée et l'ai embrassée sur la joue. « Je vais m'assurer que tu aies les meilleurs soins de l'État, Hélène. Je dois rencontrer quelqu'un de très important demain matin, mais je reviendrai prendre de tes nouvelles. Tiens bon encore un peu. » J'ai quitté leur maison chaleureuse avec un sentiment de détermination renouvelé et brûlant. Preston et mes parents ne menaçaient pas seulement mon indépendance financière. Ils mettaient activement en danger la vie de la femme qui m'avait sauvée. Ils jouaient un jeu dangereux et cupide avec un temps que Hélène n'avait tout simplement pas. Je ne les laisserai pas gagner. Je réduirais leur empire en cendres s'il le fallait pour sauver ma vraie famille. Le lendemain matin, le ciel était d'un gris maussade et lourd alors que j'entrais dans l'élégant bâtiment de verre et d'acier du centre-ville.
Je pris l'ascenseur jusqu'au 40e étage et pénétrai dans les bureaux luxueux et modernes de mon avocat, Marcus Vance. Marcus était un avocat vif et agressif, spécialisé dans l'immobilier d'entreprise à haut risque. Je l'avais engagé dès que les promoteurs de l'éco-resort international m'avaient approché avec leur offre stupéfiante. J'ai contourné sa réceptionniste et suis entré directement dans son bureau d'angle, jetant mon lourd manteau d'hiver sur une chaise en cuir. Marcus était assis derrière son immense bureau en verre, se frottant les tempes. Une épaisse pile de documents juridiques se trouvait juste devant lui. Il n'avait pas l'air heureux. « Dis-moi que tu as un plan pour détruire ce faux privilège », ai-je exigé en m'asseyant en face de lui. Preston m'a tendu une embuscade hier soir. Ils ont fabriqué une fausse dette en prétendant que mes parents ont financé le démarrage du ranch. Ils ont mis une réserve sur le titre de propriété. Marcus baissa les mains et me regarda avec des yeux sombres et sérieux. « C'est pire qu'une simple réserve, Vanessa, dit-il en se penchant en avant. J'ai passé toute la nuit à examiner le dossier. Ton père a utilisé ces requins d'entreprise de premier ordre. Ils ont enfoui cette dette fabriquée sous des couches de structures d'entreprises frauduleuses et bétonnées. D'un point de vue juridique, cela ressemble à un défaut de paiement massif et tout à fait valide. J'ai croisé les bras, refusant de laisser la panique s'emparer de moi. Alors, nous nous battons. Nous montrons les relevés bancaires. Nous prouvons qu'ils ne m'ont jamais donné un centime. Marcus secoua lentement la tête. Nous pourrions absolument le prouver au tribunal, Vanessa. Nous avons la trace financière pour détruire complètement leur demande. Mais un litige prend des mois. Parfois, il faut des années pour démêler un tel gâchis par les voies judiciaires appropriées. Et nous n'avons pas des mois. Nous avons à peine des heures. Que veux-tu dire, demandai-je, mon cœur martelant contre mes côtes. Marcus tourna son écran d'ordinateur portable vers moi, affichant un courriel formel et austère du service juridique du promoteur de l'éco-resort. Les acheteurs ont effectué une dernière vérification de titre de routine ce matin en préparation de la clôture, expliqua-t-il, sa voix tendue. Ils ont trouvé le privilège. C'est un conglomérat international coté en bourse, Vanessa. Ils ne font pas d'acquisitions compliquées et ils n'achètent absolument pas de propriétés impliquées dans un litige familial actif. Je fixai l'écran, lisant le langage froid et corporatif. Les mots se brouillaient, mais la phrase finale était douloureusement claire. Ils ont posé un ultimatum, continua Marcus en tapotant l'écran. Ils veulent cette propriété pour leur complexe de luxe phare, mais ils ne sont pas prêts à attendre une bataille juridique prolongée. Ils nous ont donné exactement 72 heures. Si ce privilège n'est pas légalement levé et complètement retiré du registre public dans les 3 jours, ils retirent entièrement leur offre. Ils se retireront de l'affaire et achèteront une autre parcelle de terrain dans l'Ouest. Mon souffle se coupa. L'accord de 88 millions de dollars ne tenait qu'à un fil. 88 millions de dollars qui signifiaient la liberté. 88 millions de dollars qui signifiaient sauver Hélène, assurer l'avenir de Léo et Lily, et enfin échapper à l'emprise étouffante de ma famille biologique toxique pour toujours. Maintenant, tout était sur le point de disparaître à cause d'un mensonge cupide et vengeur. S'il retire l'offre, je perds tout, dis-je, ma voix à peine un murmure. La propriété redevient un simple lopin de terre. Hélène n'a pas son opération. Exactement, dit Marcus en se penchant en arrière dans sa chaise. Ton père et ton frère savent exactement ce qu'ils font. Ils ont parfaitement choisi leur moment. Ils savent que tu as un gros acheteur en ligne. Et ils prennent ton terrain en otage. Ils s'attendent à ce que tu paniques et que tu cèdes le ranch à Preston pour une bouchée de pain juste pour échapper à la pression. Si tu essaies de les combattre au tribunal, la fenêtre de 72 heures se ferme, l'acheteur corporatif se retire. Et la fortune massive disparaît pour toujours. Je me suis levé et j'ai commencé à arpenter son bureau, regardant par les fenêtres du sol au plafond la ville tentaculaire en contrebas. J'ai pensé à Preston riant dans l'allée glaciale. J'ai pensé à ma mère laissant tomber ses papiers juridiques sur mon assiette comme des ordures. J'ai pensé à Hélène toussant sur ce canapé fleuri usé. La rage que je ressentais n'était plus un feu chaud et chaotique. C'était une lame froide et tranchante.
Il doit y avoir un moyen de les forcer à abandonner, dis-je en me retournant vers Marcus. Et si je les menaçais de poursuites pour fraude criminelle? Et si j'allais à la police? Marcus soupira lourdement. Ils nieront tout et se cacheront derrière leurs avocats. Une enquête criminelle prendra encore plus de temps qu'un litige civil. Les promoteurs n'attendront pas que les détectives règlent les drames familiaux. Tu dois comprendre, Vanessa. Le système juridique ne peut pas sauver cette affaire en 3 jours. Je suis retournée au bureau en verre et j'ai posé mes mains à plat sur la surface fraîche, regardant directement dans les yeux de mon avocat. Si le système juridique met trop de temps à lever le privilège, alors nous n'utiliserons pas le système juridique. Marcus haussa un sourcil, l'air intrigué mais très sceptique. Que suggères-tu exactement? Je suggère que nous jouions leur propre jeu, dis-je, mon esprit travaillant furieusement alors que les pièces d'un plan commençaient à s'emboîter. Le seul moyen de sauver l'accord de 88 millions de dollars est d'obtenir la levée immédiate du privilège. Les seules personnes qui peuvent autoriser la levée immédiate de ce privilège sont mes parents. Ils l'ont déposé. Ils peuvent le dissoudre. Ils ne le dissoudront jamais volontairement, souligna Marcus. Ils veulent la part de 80% ou ils veulent le terrain pour Preston. Ils vous ont acculé. Ils pensent seulement qu'ils m'ont acculé, corrigeai-je, un sourire féroce se dessinant lentement sur mon visage. Ils pensent que je suis une veuve désespérée et financièrement instable qui est absolument terrifiée de perdre une petite affaire immobilière. Ils pensent que l'acheteur n'offre que quelques centaines de milliers de dollars. Ils n'ont absolument aucune idée que le terrain vaut en réalité 88 millions de dollars. Marcus se redressa, posant ses coudes sur le bureau. Vous voulez les duper? Vous voulez les piéger pour qu'ils signent le formulaire de main levée volontairement. Je ne dupe personne, Marcus, répondis-je, ma voix dégoulinant d'une froide détermination. Je vais simplement leur donner exactement ce qu'ils veulent. Je vais offrir à ma famille cupide et arrogante une offre qu'ils ne pourront pas refuser. Ils prospèrent sur le contrôle et l'humiliation publique. Je leur donnerai la scène ultime pour m'humilier. Mais le temps qu'ils réalisent ce qu'ils ont réellement signé. Les 88 millions de dollars seront déjà sur mon compte en banque et tout leur empire toxique sera réduit en cendres. Marcus me fixa longuement en silence. Il prit un nouveau bloc-notes et cliqua sur son stylo. Dites-moi exactement ce que nous devons faire. J'ai laissé Marcus à son bureau et me suis rendu directement à l'exclusif Oak Ridge Country Club. Mes parents vivaient pratiquement dans ce vaste monument à la vieille fortune et à l'élitisme. Le jeune voiturier a ouvert la portière de ma voiture avec un regard de dédain mal dissimulé pour mon break délavé. Je l'ai complètement ignoré et j'ai franchi les lourdes portes vitrées pour entrer dans la salle à manger principale. L'air sentait le parfum cher et le rôti de bœuf. J'ai repéré Harrison et Béatrice assis à une table de choix près de la fenêtre, surplombant le parcours de golf méticuleusement entretenu. Ils sirotaient des mimosas et riaient doucement ensemble au soleil. Je me suis approché de leur table, gardant les épaules voûtées et les yeux fixés sur la moquette moelleuse. Je devais leur faire croire qu'ils avaient complètement brisé mon esprit. J'ai tiré une lourde chaise en bois et me suis assise sans attendre d'invitation. Harrison posa son verre en cristal et me regarda avec une immense satisfaction. Il portait un costume bleu marine sur mesure qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Béatrice sourit, un sourire lent et triomphant qui me glaça le sang. Elle ajusta l'énorme bague en diamant à sa main gauche, s'assurant que le soleil captait la pierre étincelante et coûteuse. « Je vois que tu as enfin décidé de rejoindre le monde réel, Vanessa, » dit mon père, sa voix dégoulinant d'une autorité condescendante. « As-tu repris tes esprits et réalisé que nous combattre est complètement inutile? » J'ai fixé la nappe blanche immaculée et forcé ma voix à trembler légèrement. « Vous avez gagné, » dis-je doucement, laissant une note de défaite totale colorer mes paroles. Les promoteurs m'ont donné un délai strict. Si je n'ai pas un titre de propriété clair d'ici lundi matin, ils retirent toute leur offre. Je perdrai la vente et tout ce que j'ai construit. Béatrice laissa échapper un rire sec et élégant. Oh, tu as besoin que nous levions le privilège. C'est très intéressant, Vanessa. Hier, tu te pavanais dans notre salle à manger, brandissant des cartes de visite et agissant comme un magnate de l'immobilier milliardaire.
Aujourd'hui, tu ressembles exactement à la petite fille pathétique qui mendiait dans la neige. Je gardais la tête baissée, fixant mes mains. J'ai parfaitement joué le rôle de la fille écrasée et désespérée. S'il vous plaît, les suppliai-je doucement. Hélène est incroyablement malade. Elle a besoin d'une opération majeure pour lui sauver la vie. Si je perds cette vente, nous perdons absolument tout. J'ai juste besoin d'assez d'argent des promoteurs pour payer ses factures d'hôpital. Vous pouvez avoir tout ce qui reste. Harrison se pencha en avant, posant ses avant-bras épais sur la table polie. Ses yeux brillaient d'une avidité brute et débridée. Nous connaissons déjà les termes spécifiques de notre pardon. Vanessa. Nous ne dirigeons pas une œuvre de charité locale. Ton frère nous a parlé de ses promoteurs d'éco-resort. Nous savons qu'ils achètent des terrains bon marché et jettent quelques centaines de milliers de dollars à des vendeurs désespérés comme toi. Si tu veux que ce privilège soit levé d'ici lundi. Nous exigeons exactement 80% de l'accord. Tu peux garder les miettes pour ta belle-mère malade. 80%, répétai-je, laissant ma voix se briser de choc. Mais cela ne me laisse presque rien. Cela te laisse exactement ce que tu mérites, claqua Béatrice, prenant une gorgée délicate de son mimosa froid. Tu devrais être immensément reconnaissante que nous te permettions de garder quoi que ce soit aujourd'hui. Tu dois à cette famille l'immense embarras que tu nous as constamment causé au fil des ans. As-tu la moindre idée du stress financier immense que nous subissons en ce moment? Preston fait face à des obstacles massifs et ingérables. Nous avons besoin de capitaux immédiatement. Se plaignit Béatrice en agitant sa main parfaitement manucurée. J'ai levé les yeux vers elle, maintenant mon expression craintive, mais mon esprit travaillait à la vitesse de l'éclair. Des obstacles, demandai-je doucement. Quel genre d'obstacles? Béatrice soupira bruyamment, roulant des yeux comme si j'étais trop incroyablement stupide pour comprendre la haute finance de base. Preston a eu de la malchance avec ses derniers investissements, se plaignit-elle, agitant à nouveau sa main avec dédain. Il a emprunté une quantité importante de capitaux à des créanciers privés très agressifs. Ils exigent un remboursement immédiat et leurs méthodes de recouvrement sont très peu civilisées et complètement terrifiantes pour nous. Ils se sont présentés à notre domaine hier en proférant des menaces horribles contre ton frère et notre entreprise familiale. Harrison plaça rapidement sa main sur son poignet, lui lançant un regard d'avertissement sombre et acéré. Béatrice, ce sont des affaires de famille, siffla-t-il entre ses dents serrées. Elle n'a pas besoin de connaître les détails spécifiques de nos stratégies financières. Mais Béatrice était bien trop arrogante et bien trop à l'aise dans sa position perçue de pouvoir absolu pour s'arrêter de parler. Oh, Harrison, quelle importance, se moqua-t-elle en retirant sa main. Elle est sur le point de nous remettre l'argent de son terrain de toute façon aujourd'hui. Ce n'est pas comme si elle pouvait y faire quoi que ce soit. Preston doit 7 millions de dollars, Vanessa, à des organisations criminelles souterraines très dangereuses. Nous avons dû lourdement hypothéquer notre propre manoir juste pour tenir la banque à distance pendant que nous sécurisons de nouveaux actifs liquides. Si nous ne payons pas ces créanciers d'ici la fin de la semaine prochaine, ton précieux frère ira en prison fédérale. Le monde sembla ralentir complètement autour de moi. Je fixai ma mère, absolument stupéfaite par l'ampleur de sa confession insouciante et arrogante. L'invincible empire Montgomery était secrètement, ultérieurement, totalement en faillite du jour au lendemain. Preston n'était pas du tout un entrepreneur à succès. C'était un criminel désespéré noyé dans des millions de dollars de dettes illicites. Il ne voulait pas seulement mon argent par dépit ou par avidité de base. Il faisait face à une ruine financière totale et absolue et à une destruction sociale publique sévère. Ils avaient désespérément besoin de mon petit argent de rachat pour garder leur fils parfait hors d'une cellule de prison en béton froid. Ils supposaient que les promoteurs me payaient exactement 500 000 dollars. Ils n'avaient littéralement aucune idée que le prix d'achat réel était de 88 millions de dollars stupéfiants. J'ai souri très largement intérieurement. Je les tenais exactement là où je voulais. Leur désespoir total était le piège parfait. J'ai regardé Harrison, faisant semblant d'essuyer une larme. Je ne peux pas vous donner 80% de l'accord d'entreprise, dis-je, ma voix tombant à un murmure paniqué.
Le contrat est trop compliqué, et les promoteurs n'accepteront jamais de rediriger les fonds vers un tiers à la dernière minute. L'accord s'effondrera complètement. Harrison frappa son poing massif sur la table, faisant trembler la fragile verrerie en cristal. Alors tu te débrouilles, exigea-t-il, son visage devenant rouge de colère soudaine. Nous ne levons pas ce privilège tant que nous n'aurons pas un paiement massif garanti. J'ai pris une lente et tremblante inspiration, jouant ma dernière carte brillante. Et si je donnais simplement le terrain directement à Preston, suggérai-je en les regardant attentivement. Et si nous faisions exactement ce que vous avez exigé au dîner de Thanksgiving? Mes parents se figèrent complètement. Béatrice baissa lentement son verre, me fixant avec un intérêt soudain et brûlant. Que dis-tu? Demanda-t-elle suspicieusement. Je dis que je suis complètement épuisée, répondis-je en me penchant en arrière dans la lourde chaise en bois. Je ne peux plus vous combattre aujourd'hui. Je veux justement sortir complètement. Vous voulez le ranch pour Preston afin qu'il puisse le vendre lui-même au promoteur. Très bien. Je signerai l'acte de propriété entier à Preston directement aujourd'hui. Harrison plissa ses yeux sombres, scrutant mon visage à la recherche de tout signe de tromperie. Pourquoi abandonnerais-tu soudainement le terrain à ton frère? Demanda-t-il, sa voix profonde suintant d'une intense suspicion. Parce que je suis totalement à court d'options, dis-je, laissant une seule vraie larme couler pour les besoins de la performance. Hélène est en train de mourir en ce moment. J'ai besoin d'argent liquide à l'instant même. Je ne peux plus attendre que l'accord d'entreprise se conclue le mois prochain. Je signerai tout le ranch à Preston demain. Mais il doit me payer 250 000 $ en espèces immédiatement. Donnez-moi les 250 000 $ pour sauver Hélène, et Preston pourra prendre le terrain et le vendre au promoteur. Il pourra garder tout le profit pour rembourser entièrement ses dangereux créanciers. 250 000 $ est beaucoup d'argent, Vanessa, dit mon père, feignant d'hésiter pour assurer artificiellement sa position de négociation dominante aujourd'hui. Mais compte tenu des circonstances extrêmes, nous pouvons arranger un chèque pour demain après-midi. Je gardai mon expression entièrement neutre, joignant mes mains fermement sur mes genoux, complètement immobile. Je ferai rédiger les documents de transfert de propriété par mon avocat ce soir, dis-je calmement. Mais j'ai une condition stricte et absolue. Béatrice roula des yeux, se moquant bruyamment. Tu n'es absolument pas en position de faire des demandes ici, Vanessa. C'est complètement non négociable, déclarai-je fermement. Je donnerai le terrain à Preston pour 250 000 $ seulement si Béatrice signe physiquement la levée du privilège au même moment. Béatrice claqua son verre de mimosa en cristal sur la table. Le craquement sec résonna dans l'élégante salle à manger, attirant les regards des riches clients du country club à proximité. Tu exiges ma signature, siffla-t-elle. Espèce de petite misérable ingrate. Je ne me laisserai pas commander par une fille ratée qui ne peut même pas garder son propre compte en banque à flot. Béatrice, interrompit sèchement Harrison. Il posa une main lourde sur son poignet, la faisant taire instantanément. Il me regarda avec des yeux froids et calculateurs, mesurant le poids de mon désespoir par rapport à sa propre ruine imminente. Très bien, tu auras ton chèque de 250 000 $, et Béatrice signera la main levée. Mais cela se passera exactement selon nos conditions strictes. Fais rédiger les papiers, Vanessa, ordonna Harrison, me congédiant d'un geste de la main. Nous te contacterons demain pour finaliser le lieu. N'essaie aucune ruse. Je me suis levé de la lourde chaise en bois, lissant mon manteau. Pas de ruse, dis-je doucement, gardant les yeux baissés. Je veux juste en finir. Je suis sorti du country club, les laissant à leurs illusions désespérées de victoire. Mon cœur battait un rythme féroce et triomphant contre mes côtes. Le piège était tendu. Il ne me restait plus qu'à sécuriser les derniers documents juridiques avec Marcus. L'après-midi suivant, j'étais assise dans le bureau de mon avocat, finalisant la fiducie irrévocable pour George et Hélène, quand mon téléphone portable vibra violemment contre le bureau en verre. L'identifiant de l'appelant affichait le nom de mon beau-père. Une pointe de terreur glaciale me transperça instantanément l'estomac. George ne m'appelait jamais pendant les heures de travail, sauf en cas d'urgence absolue. J'ai glissé l'écran et porté le téléphone à mon oreille. « George, tout va bien ?
C'est Hélène? Vanessa, tu dois rentrer tout de suite, dit Georges. Sa voix, habituellement un grondement régulier et réconfortant, tremblait d'un mélange explosif de colère brute et de terreur absolue. Ton frère vient de passer. Hélène ne va pas bien. Sa respiration est terrible et ses douleurs thoraciques sont revenues. J'ai bondi, renversant ma chaise. Preston était là. J'arrive. J'ai sprinté hors du cabinet d'avocat, ignorant Marcus qui m'appelait. J'ai conduit imprudemment à travers le trafic de la ville, mes mains agrippant le volant jusqu'à ce que mes jointures me fassent mal. Preston avait franchi une ligne que je n'aurais jamais cru qu'il oserait franchir. Il avait apporté son poison toxique directement dans le seul havre de paix qu'il nous restait, à mes enfants et à moi. Quand j'ai ouvert brusquement la porte d'entrée de la modeste maison de mes beaux-parents, l'air à l'intérieur était lourd de tension et de peur. Hélène était allongée à plat sur le canapé fleuri, se tenant la poitrine. Son visage était cendré et ses lèvres avaient une teinte bleue terrifiante. Georges était agenouillé à côté d'elle, lui pressant un chiffon humide sur le front, tandis que Léo et Lily étaient assis silencieusement dans le coin, leurs grands yeux remplis de confusion et de frayeur. « Que s'est-il passé ?» ai-je exigé, laissant tomber mon sac et me précipitant aux côtés d'Hélène. J'ai saisi sa main frêle, vérifiant son pouls. Il était dangereusement erratique. Georges s'est levé, sa mâchoire si serrée qu'un muscle tressaillait sur sa joue. Ce serpent arrogant en costume est arrivé 10 minutes après ton départ pour ta réunion, grogna Georges, pointant un doigt tremblant vers la fenêtre avant. Il a défoncé la porte d'entrée comme s'il était chez lui. Il a acculé Hélène pendant que j'étais dans la cuisine. J'ai senti le sang quitter complètement mon visage. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Georges? Il nous a dit que tu essayais d'extorquer la famille, cracha Georges, sa voix tremblant d'une fureur protectrice. Il a jeté une pile de papiers juridiques sur la table basse. Il a dit que si tu n'abandonnais pas tes exigences ridicules et ne lui cédais pas l'acte de propriété du ranch sans condition ce soir, il allait bloquer le terrain dans des litiges d'entreprise pendant les 20 prochaines années. Hélène laissa échapper une toux faible et rauque, serrant ma main plus fort. Il a dit qu'il nous enterrerait sous les frais de justice, Vanessa, murmura-t-elle, des larmes coulant sur ses joues pâles. Il a dit qu'il s'assurerait que nous perdions cette maison. Il m'a dit que je mourrais en attendant cette opération parce qu'il gèlerait tous nos actifs. Il a dit aux jumeaux qu'ils finiraient par dormir dans la rue. Une rage aveuglante et brûlante explosa dans mon cerveau. L'accord de 88 millions de dollars me sembla soudain un prix secondaire. Assurer ma liberté financière n'était plus le but ultime. C'était maintenant une question de destruction absolue. Mon frère avait regardé ma belle-mère mourante dans les yeux et avait menacé sa vie. Il avait regardé mes enfants orphelins de père et les avait menacés de se retrouver à la rue. « Que as-tu fait, Georges » demandai-je, forçant ma voix à rester calme pour le bien des enfants terrifiés dans la pièce. Georges se redressa, semblant être le protecteur féroce qui m'avait sauvé 5 ans auparavant. Je l'ai attrapé par les revers de sa veste chic et je l'ai traîné dehors, dit Georges, ses yeux flamboyants de fierté farouche. Je l'ai jeté de mon porche. Je lui ai dit que s'il remettait les pieds près de ma famille, je ne prendrais pas la peine d'appeler la police. Je lui ai dit que tu valais 2 fois plus que sa mère et que nous perdrions volontiers cette maison avant de le laisser t'intimider. Des larmes me piquèrent les yeux. Cet homme, qui ne me devait rien, était prêt à sacrifier sa maison et sa femme pour défendre mon honneur. Voilà à quoi ressemblait une vraie famille. Il se battait pour vous. Il vous protégeait. Il n'utilisait pas votre chagrin comme un levier. J'ai appelé le médecin, Vanessa, continua Georges, sa voix s'adoucissant en regardant sa femme. Il veut envoyer une ambulance, mais nous ne pouvons pas nous permettre les frais d'admission pour le moment. Je lui ai donné les médicaments d'urgence. Nous devons juste la garder calme. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai composé le numéro de conciergerie privée que ma nouvelle banque m'avait fourni lorsque le compte séquestre de 88 millions de dollars avait été établi. Je me suis détourné du canapé pour qu'ils n'entendent pas les détails spécifiques de ma conversation. C'est Vanessa Montgomery, dis-je, gardant ma voix basse et autoritaire. J'ai besoin qu'un transport médical privé soit dépêché à ma position immédiatement. Je veux que le meilleur spécialiste cardiaque du Boston General soit en attente.
Transférez tous les fonds nécessaires du compte de dépôt pour couvrir tous les frais initiaux sans condition. J'ai mis fin à l'appel et me suis retourné vers Georges et Hélène. Une ambulance arrive, dis-je fermement. Ne vous inquiétez pas du coup. Je vous ai dit que je m'occupais de tout. L'argent est sécurisé. Georges me regarda avec des yeux pleins de confiance, mais je pouvais voir le lourd tribut que le stress lui avait fait payer. En attendant les ambulanciers, je me suis assise par terre avec Léo et Lily, les serrant fort et leur murmurant que tout irait parfaitement bien. Mais dans ma tête, je démantelais méticuleusement chaque pilier de l'empire familial Montgomery. J'allais les dépouiller de leur richesse, de leur statut social et de leur précieuse image publique. J'allais les laisser avec absolument rien. Le transport médical privé arriva rapidement, emmenant Hélène à l'hôpital avec Georges à ses côtés. Je suis restée pour leur préparer un sac et j'ai confié les jumeaux à un voisin de confiance. Juste au moment où je fermais la fermeture éclair du sac de nuit, mon téléphone portable sonna. L'écran affichait l'appel de ma mère, Béatrice. Je l'ai laissé sonner 3 fois, prenant de profondes respirations pour m'assurer que ma voix dépeindrait l'image parfaite d'une femme brisée et vaincue. J'ai répondu à l'appel, tenant le téléphone à mon oreille sans parler. Vanessa, claqua Béatrice, sa voix résonnant d'une autorité aristocratique tranchante. Ton frère vient de nous informer de ta petite crise de colère à son bureau. Ou devrais-je dire, dans la pathétique petite bicoque de tes beaux-parents. Tu testes ma patience. Il a menacé mes enfants, mère, dis-je, forçant un léger tremblement dans mes mots. Il a menacé Hélène. Il ne faisait qu'expliquer les dures réalités du droit des sociétés à des gens qui ne comprennent manifestement pas comment fonctionne le monde réel, rejeta Béatrice avec mépris. Ton père et moi avons décidé d'accepter ta petite proposition désespérée. Nous te donnerons les 250 000 $ pour sauver cette femme, et je signerai la main levée du privilège. Mais nous le ferons à notre manière. Que veux-tu dire ? Demandai-je en m'agrippant au bord du comptoir de la cuisine. Nous ne ferons pas cela dans un sombre bureau d'avocat, déclara Béatrice, son ton dégoulinant d'une joie malveillante. Demain soir, c'est le gala de charité annuel de l'entrepreneur de l'année au centre-ville. Preston reçoit le prix principal. Toute l'élite de la ville sera là. Le maire, la presse, les investisseurs, tous ceux qui comptent. Elle fit une pause, laissant le poids de sa demande s'installer. Tu apporteras les documents de transfert de terrain au gala ? Vanessa. Nous installerons une table de signature directement sur la scène principale. Harrison annoncera à toute la salle de bal que la famille Montgomery intervient généreusement pour renflouer notre fille veuve en difficulté. Nous te présenterons le chèque publiquement. Tu signeras la cession du terrain à Preston sous les projecteurs. Et ensuite je signerai ta petite main levée de privilège. Mon estomac se retourna face à la cruauté de son plan. Elle voulait parader mon échec fabriqué devant des centaines de riches mondains. Elle voulait utiliser ma supposée faillite comme un accessoire pour élever Preston au rang de sauveur charitable. Elle voulait m'humilier publiquement une dernière fois avant de me rejeter. C'était la demande la plus diabolique et toxique qu'elle ait jamais faite. Et c'était la scène absolument parfaite pour ma vengeance. Vous voulez que je signe les papiers sur scène ? Demandai-je, laissant échapper un sanglot doux et convaincant. Devant tout le monde ? Mère, s'il te plaît, ne me fais pas faire ça. C'est trop humiliant. Laisse-moi simplement venir à la maison. Tu feras exactement ce que je dis, Vanessa, commanda Béatrice, sa voix se durcissant comme de la glace. Tu veux l'argent pour cette opération. Tu veux que le privilège soit levé. Alors tu te tiendras sur cette scène et tu souriras pendant que ton frère te sauve. Si tu ne te présentes pas demain soir avec ces documents, l'accord est complètement annulé. Preston bloquera ton terrain au tribunal jusqu'à ce que tes beaux-parents vivent dans une boîte en carton. J'ai fermé les yeux, visualisant le contrat finalisé de 88 millions de $ actuellement dans un dossier en cuir verrouillé sur le bureau de mon avocat. J'ai visualisé la fiducie irrévocable que j'avais créée pour Georges et Hélène. J'ai visualisé les créanciers dangereux qui tournaient autour du domaine familial, attendant un paiement qui n'allait jamais arriver. Très bien, murmurai-je, laissant ma voix se briser parfaitement. J'y serai. J'apporterai les papiers. S'il te plaît,
Est juste le chèque prêt. Porte quelque chose de décent, ricana Béatrice. Je ne veux pas que tu nous mettes dans l'embarras devant la presse. La ligne se coupa. J'ai lentement baissé le téléphone, un sourire froid et impitoyable se propageant sur mon visage. Il voulait un spectacle public. Il voulait un public. Il voulait la presse, les caméras et les projecteurs pour assister à leur triomphe ultime. Je leur donnerais exactement ce qu'ils demandaient. Je leur donnerais un spectacle que la ville n'oublierait jamais. J'ai attrapé mes clés et je suis sortie, prête à sécuriser la dernière pièce du piège ultime. Je me suis rendue directement dans le quartier financier du centre-ville, poussant mon break usé aussi vite que les routes verglacées le permettaient en toute sécurité. J'avais moins de 30 heures avant le gala, et la marge d'erreur était absolument nulle. Quand je suis entrée dans la vaste salle de conférence en verre du cabinet d'avocat, Marcus était déjà assis à la tête d'une immense table en acajou. À côté de lui se trouvaient 3 cadres du conglomérat international Eco Resort. Ils portaient des costumes gris anthracite impeccablement taillés et des expressions d'extrême impatience. La principale promotrice, une femme aux traits fins nommée Victoria, tapotait un stylo en argent contre son bloc-notes. Elle ne s'est pas embarrassée de politesse lorsque j'ai pris place. Nous nous retirons demain à minuit, Vanessa, déclara-t-elle, sa voix dépourvue de toute chaleur. Nous avons identifié une propriété de secours dans le Colorado. Votre drame familial est un passif. Nous n'investissons pas 88 millions de dollars dans des passifs. Nous investissons dans des titres de propriété clairs et une mise en chantier immédiate. Je l'ai regardé droit dans les yeux, refusant d'être intimidé par sa posture d'entreprise. Vous aurez votre titre de propriété clair demain soir, pendant le discours principal du gala de charité locale, ai-je répondu d'un ton égal. Mes parents ont accepté de signer la main levée absolue du privilège. Ils croient qu'ils me forcent à me retrouver dans une situation désespérée. Ils n'ont aucune idée que vous existez. Victoria cessa de tapoter son stylo. Ses yeux vifs se plissèrent légèrement alors qu'elle échangeait un rapide coup d'œil avec ses collègues. Vous organisez une embuscade publique, demanda-t-elle, une pointe de respect professionnel sincère perçant son irritation. J'exécute un transfert d'actifs juridiquement contraignant, ai-je corrigé en douceur. Je leur donne exactement le spectacle public qu'ils ont exigé. Marcus fit glisser une épaisse pile de contrats finalisés sur la table en acajou lisse vers les promoteurs. Toute l'infrastructure de cette transaction a été méticuleusement restructurée pendant la nuit, expliqua-t-il en tapotant la première page. Nous avons mis en place un déclencheur de séquestre numérique à haute priorité. Nous aurons un notaire public certifié et un greffier de classement numérique en attente sécurisée hors site demain soir. À la seconde exacte où la signature physique de Béatrice Montgomery touchera le document de main levée du privilège, il sera scanné et transmis. Une fois que le comté aura reçu le dépôt numérique, le titre sera instantanément libéré. Victoria se pencha en avant, étudiant les documents avec une concentration prédatrice. Et les 88 millions de dollars, demanda-t-elle. Ils sont actuellement sur un compte de dépôt fortement fortifié, répondit Marcus. Au moment où le registre du comté confirmera que le privilège est dissous, l'algorithme autorisera automatiquement le virement bancaire. Les fonds passeront de votre holding d'entreprise directement au compte nouvellement établi de ma cliente en moins de 3 secondes. La transaction sera complète et légalement irréversible avant même que sa famille ne pose pour leur prochaine photo. Victoria sourit, un sourire lent et dangereux qui reflétait parfaitement l'énergie agressive de la pièce. J'aime votre impitoyable détermination, Vanessa, murmura-t-elle, signant son nom d'un trait vif et agressif. Assurez-vous que ce privilège soit levé d'ici demain soir, ou nous partons. Les promoteurs ont rangé leurs mallettes et ont quitté la salle de conférence, nous laissant Marcus et moi complètement seuls. Marcus a immédiatement sorti un deuxième jeu de documents de sa mallette en cuir. Le rachat d'entreprise n'était que la première moitié de notre stratégie de survie. La seconde moitié consistait à s'assurer que ma famille biologique ne pourrait jamais accéder à un seul centime de la nouvelle fortune massive, quelles que soient les tactiques juridiques qu'ils tenteraient d'inventer après coup. J'ai besoin que vous examiniez ceci avec une extrême attention, dit Marcus en faisant glisser les nouveaux papiers vers moi. C'est l'armure absolue pour votre avenir.
C'est une fiducie irrévocable, entièrement scellée et étanche. À la seconde où le virement de 88 millions de dollars arrivera sur votre compte, la grande majorité des fonds sera immédiatement acheminée directement dans cette structure de protection. J'ai pris le lourd document, sentant le poids immense de l'avenir de ma famille entre mes mains. J'ai lu les termes spécifiques dont nous avions discuté tard la nuit dernière. Les principaux bénéficiaires médicaux étaient George et Hélène. Leurs frais de santé, leurs opérations et leurs soins de longue durée étaient entièrement couverts à perpétuité. Les bénéficiaires secondaires étaient Léo et Lily. Leur éducation, leur logement et leur sécurité absolue étaient enfermés derrière des murs impénétrables de protection juridique de premier ordre. Harrison et Béatrice pourraient engager une armée d'avocats d'affaires impitoyables, et ils ne franchiraient jamais les murs de cette fiducie. C'est complètement à l'épreuve des balles, m'a assuré Marcus, en montrant la ligne de signature. Même s'ils tentent d'une manière ou d'une autre de vous poursuivre pour fraude concernant l'organisation du gala, ils ne peuvent pas toucher à ces actifs. Vous renoncez légalement à la propriété directe du capital au moment où il arrive. Vous n'êtes que l'exécutrice testamentaire désignée. Il appartient désormais à vos enfants et à vos beaux-parents. J'ai signé mon nom sur la ligne pointillée, appuyant si fort sur le stylo qu'il a presque déchiré le papier parchemin épais. Une vague massive de soulagement profond a déferlé sur ma poitrine. Hélène allait avoir son opération. George allait garder sa maison. Mes enfants allaient être en sécurité pour toujours. Il ne restait plus que l'exécution finale du piège. Préparons les dossiers, dis-je en levant les yeux vers Marcus. Marcus a pris sous son bureau 2 portefeuilles en cuir bleu nuit identiques. Ils étaient impeccables, lourds et ornés d'une subtile garniture dorée qui semblait parfaitement adaptée à un gala de charité de la haute société. C'est le subterfuge visuel, expliqua-t-il en ouvrant le premier portefeuille. C'est le faux dossier. À l'intérieur de ce dossier, nous avons placé les documents exacts que Preston et vos parents attendent. Il contient un acte de transfert de propriété standard. C'est dans le ranch à Preston pour 250 000 $. Il contient également le formulaire officiel de mainlevée du privilège que Béatrice doit signer. Il a fermé le premier dossier et a ouvert le second. Ce sont les munitions réelles, dit-il, sa voix baissant à un murmure tactique sérieux. Ce dossier contient les vrais documents de rachat d'entreprise, les transferts de fiducie et le même formulaire de mainlevée de privilège. Demain soir, vous porterez les 2 dossiers. Vous présenterez le faux dossier à vos parents sur scène. Vous les laisserez le lire. Vous les laisserez jubiler. Mais quand il sera temps de signer, vous créerez une distraction momentanée et échangerez les portefeuilles. Béatrice doit signer la mainlevée du privilège à l'intérieur du vrai dossier. J'ai fixé les 2 carrés de cuir bleu identiques, mémorisant leur poids et leur texture exacte. J'ai une poche cachée spéciale intégrée dans ma robe de soirée, lui ai-je dit. Je peux facilement les échanger pendant que Preston prononce son discours d'acceptation arrogant. Il sera trop occupé à se délecter des applaudissements pour remarquer un simple échange de documents. Ça doit être absolument parfait, Vanessa, a prévenu Marcus en s'agrippant au bord de la table. S'ils réalisent ce que vous faites avant qu'elle ne signe cette mainlevée, ils déchireront les papiers en morceaux. Je n'échouerai pas, ai-je promis en ramassant le vrai dossier et en le serrant fermement contre ma poitrine. Ils m'ont appris exactement comment être impitoyable. Maintenant, ils vont goûter à leur propre médecine amère. J'ai remercié Marcus pour son incroyable dévouement et je suis sorti de l'imposant bâtiment de verre dans la soirée glaciale d'hiver. Les lampadaires de la ville se sont allumés, projetant de longues ombres sombres sur le trottoir verglacé. J'ai déverrouillé mon break et j'ai jeté les lourds dossiers juridiques sur le siège passager. Je me suis assise derrière le volant, prenant une profonde inspiration d'air glacial pour calmer mon cœur qui battait la chamade. Nous étions si incroyablement proches. Seulement 24 heures nous séparaient de la liberté totale et absolue. Soudain, mon téléphone portable a vibré violemment dans la poche de mon manteau. Je l'ai sorti, m'attendant à un SMS de George concernant l'état de santé d'Hélène à l'hôpital. Au lieu de cela, l'écran affichait un numéro anonyme non répertorié. J'ai ouvert le message et mon sang s'est instantanément complètement glacé. Ce n'était pas un message texte. C'était une photographie haute résolution.
L'image montrait le terminal d'arrivée privé de l'aéroport municipal local. 4 hommes massifs et solidement bâtis, vêtus de vestes en cuir épaisse et de lunettes de soleil sombres, sortaient d'un SUV noir et élégant. Leur visage était sombre, agressif et violemment déterminé. Sous la photographie, une seule phrase terrifiante brillait sur mon écran: le temps est écoulé pour le Golden Boy. Les créanciers clandestins très dangereux de Preston n'avaient pas attendu la fin de la semaine. Ils étaient arrivés dans notre ville ce soir. Les enjeux n'étaient plus seulement immobiliers ou une humiliation sociale publique. Mon frère était officiellement un homme mort en sursis et demain soir allait être un bain de sang corporatif absolu. J'ai démarré le moteur en m'insérant directement dans la circulation. Je n'avais absolument plus rien à perdre. Ma famille voulait une performance et ce serait moi qui écrirais le dernier acte brutal. Demain, toute la ville assisterait à l'effondrement total du puissant empire Montgomery, tombant parfaitement dans mon piège. Tout était complètement prêt maintenant. Le froid mordant de l'hiver était masqué par la chaleur accablante des flashs des appareils photo alors que nous foulions le tapis pourpre. Le gala de charité annuel de l'entrepreneur de l'année était le joyau de la couronne du calendrier social de la ville. La grande salle de bal de l'Hôtel Plaza était un océan aveuglant de robes à paillettes, de smokings en velours sur mesure et de colliers de diamants étincelants. Des serveurs en vestes blanches impeccables flottaient dans le hall bondé, transportant des plateaux d'argent de champagne cher. Tous les politiciens, investisseurs d'entreprises et personnalités médiatiques qui comptaient étaient présents ce soir, échangeant des compliments creux. Je me tenais à l'entrée, tenant fermement les 2 portefeuilles en cuir bleu nuit identiques contre ma poitrine. Mon cœur battait à un rythme calme et régulier. À côté de moi se tenait ma vraie famille. Georges portait son seul costume. Il était propre et repassé, mais légèrement effiloché au poignet, une relique d'un mariage auquel il avait assisté il y a des décennies. Il poussait doucement Hélène dans un fauteuil roulant de location. Elle avait l'air frêle et épuisée par sa récente crise médicale, mais elle se tenait droite, offrant un sourire courageux et chaleureux. Léo et Lily se tenaient aux côtés de son fauteuil roulant, portant leurs plus beaux habits du dimanche, leurs petits yeux écarquillés d'admiration devant les immenses lustres scintillants suspendus au-dessus de nous. Nous étions un contraste flagrant et indéniable avec la perfection artificielle et polie de l'Empire Montgomery. Et c'est exactement pourquoi ma mère nous a interceptés avant même que nous puissions atteindre le vestiaire. Béatrice a surgi du hall bondé tel un requin sentant le sang dans l'eau. Elle portait une robe vert émeraude qui balayait le sol en marbre et un lourd collier de diamants. Son maquillage impeccable ne pouvait cacher le désespoir paniqué qui se cachait juste sous ses yeux. Elle a marché droit vers nous, son regard balayant Georges et Hélène avec une expression de dégoût absolu. « Qu'est-ce que cela signifie, Vanessa » siffla-t-elle, gardant sa voix basse pour que les journalistes n'entendent pas. « Je t'ai dit de venir seule et d'apporter les documents. Pourquoi as-tu amené ces gens à un événement de réseautage? Ils n'ont pas leur place ici. » J'ai posé une main protectrice sur l'épaule de Georges. « C'est ma famille, mère, dis-je, ma voix calme et ferme. C'est la seule raison pour laquelle j'ai survécu ces 5 dernières années. Ils sont ici pour assister à la transaction. » Béatrice laissa échapper un souffle. Elle claqua des doigts et 2 gardes de sécurité s'avancèrent immédiatement de l'ombre. « Je me fiche de qui ils sont, » murmura-t-elle, ses yeux brillants de malice. Preston est l'orateur principal ce soir. Nous avons des investisseurs internationaux assis aux premières tables. Je ne vais pas laisser le grand moment de mon fils être gâché par une bande de cas sociaux de la classe ouvrière assis au premier rang. Elle se tourna vers les gardes de sécurité, pointant un doigt manucuré vers Georges et Hélène. Escortez ces gens aux places supplémentaires dans le couloir du fond, près des portes de la cuisine. Assurez-vous qu'ils soient complètement hors de vue des caméras de la presse. Georges se raidit, la mâchoire serrée, alors que les gardes de sécurité faisaient un pas en avant. Hélène baissa les yeux sur ses genoux, son sourire courageux vacillant. Léo et Lily se reculèrent contre mes jambes, effrayés par la tension. Une fureur froide s'installa au plus profond de mes os. Je me suis placé devant mes beaux-parents, barrant le chemin des gardes de sécurité. J'ai regardé ma mère droit dans les yeux et j'ai levé les 2 portefeuilles en cuir bleu, les pressant contre ma poitrine. « Tu fais une erreur de calcul, Béatrice, dis-je, ma voix baissant à un murmure.
À l'intérieur de ces dossiers se trouve l'acte du ranch et les documents de transfert de propriété dont tu as besoin pour sauver ton fils de la prison fédérale. Je sais ce qui est en jeu ce soir. Si ces gardes touchent un cheveu de ma famille, je fais demi-tour tout de suite. Je sortirai par ces portes, remonterai dans ma voiture et brûlerai ces documents dans ma cheminée. Tu n'auras pas un seul arpent de terre, et Preston sera à la merci de ses créanciers avant minuit. La couleur quitta le visage de Béatrice. Son masque se brisa, révélant la femme qui se cachait en dessous. Elle fixa les portefeuilles bleus dans mes mains, réalisant avec horreur que je détenais les clés de leur survie. Tu n'oserais pas, souffla-t-elle, sa voix tremblant de panique. Tu as besoin des 250 000 $ pour son opération. J'ai souri. Mets-moi au défi, ai-je lancé, faisant un pas en arrière vers les portes de sortie. Voyons qui scie le premier. Mère, voyons dont le temps s'écoule le plus vite. La poitrine de Béatrice se souleva alors qu'elle luttait pour respirer. Elle regarda par-dessus son épaule la salle de bal bondée où Preston serrait la main d'un investisseur. Elle me regarda à nouveau, les yeux écarquillés de défaite. Elle leva une main tremblante et fit signe aux gardes de sécurité de se retirer. Ils reculèrent, se fondant dans la foule. Très bien, cracha-t-elle, le mot ayant le goût du poison sur sa langue. Tu gagnes cette manche, Vanessa. Ils peuvent rester dans la salle principale. J'ai secoué la tête, mon sourire s'évanouissant. Pas seulement dans la salle principale, ai-je corrigé, mon ton ne laissant aucune place à la négociation. Ils sont assis à la table VIP à côté de la scène. Ils auront la meilleure vue de la salle lorsque Preston recevra son prix. Et quand je monterai sur scène pour signer les papiers, ils seront juste là à regarder. Béatrice ferma les yeux, prenant une inspiration. Elle était piégée et elle le savait. Fais ce que tu veux, siffla-t-elle en tournant les talons. Sois juste prête quand ton frère t'appellera sur scène. Ne gâche pas ça. Elle s'éloigna d'un pas sec, disparaissant dans la mer d'élite. Je me suis retournée vers George et Hélène, laissant ma posture se détendre. George laissa échapper un souffle, secouant la tête. Tu n'étais pas obligée de faire ça, Vanessa, dit-il. Nous n'avons pas besoin de nous asseoir devant. Nous sommes juste là pour te soutenir. J'ai serré son épaule. Vous êtes assis à la meilleure table de la salle, George, ai-je insisté. Vous méritez de voir ça de près. Allons-y. Nous avons traversé le hall et sommes entrés dans la grande salle de bal. L'ampleur de l'événement était stupéfiante. D'énormes centres de tables floraux ornaient des dizaines de tables. Une musique classique douce jouait d'un quatuor à cordes dans le coin. Des photographes parcouraient les allées, prenant des photos des familles de la ville. Un placeur a vérifié mon nom sur un presse-papier et nous a guidés vers une table située juste au bord de la scène surélevée. J'ai aidé George à positionner le fauteuil roulant d'Hélène à la table et je me suis assuré que Léo et Lily avaient une vue dégagée sur le podium. J'ai pris ma place, gardant les deux portefeuilles bleus fermement sur mes genoux. Mes mains traçaient les bords en cuir, le faux dossier et le vrai dossier. L'un contenait leur salut et l'autre leur destruction. J'ai balayé la salle de bal du regard, observant les invités fortunés rire et boire du vin. Preston se tenait près du bar, se délectant de l'adoration d'un politicien. Mon père, Harrison, était occupé à charmer un groupe de promoteurs, ignorant que son empire était sur le point de s'évaporer. Puis mes yeux se sont portés vers les portes de sortie au fond de la salle. Debout, parfaitement immobiles dans l'ombre près du vestiaire, se trouvaient deux hommes massifs et incroyablement intimidants. Ils détonnaient comme des anomalies flagrantes parmi la foule polie en smoking. Ils portaient des costumes gris bon marché et mal ajustés qui se tendaient sur leurs épaules larges et musclées. Leurs visages étaient marqués et endurcis, dégageant une énergie calme et violente qui tranchait avec l'atmosphère joyeuse du gala. Ils ne mangeaient pas. Ils ne buvaient pas. Ils ne parlaient à personne. Ils se tenaient côte à côte, leurs yeux sombres balayant la pièce avec une précision prédatrice. Je les ai reconnus instantanément sur la photographie anonyme que j'avais reçue hier. C'étaient les créanciers clandestins très dangereux de Preston. Ils avaient complètement contourné la sécurité du bâtiment et s'étaient glissés dans le gala sans que les riches invités ne s'en aperçoivent. Ils n'étaient pas là pour profiter de l'événement caritatif.
Ils étaient là pour récupérer leurs 7 millions de dollars, et ils ne partiraient absolument pas les mains vides. J'ai regardé l'un des hommes lever lentement une main épaisse et tapoter sa montre-bracelet, regardant directement Preston de l'autre côté de la pièce. Preston a saisi le mouvement. À 15 mètres de distance, j'ai vu mon frère arrogant se figer instantanément. Le sourire confiant et charmant a disparu de son visage, remplacé par une terreur pure et sans mélange. Il ressemblait à un animal acculé, réalisant que le piège venait de se refermer. Il s'est excusé précipitamment auprès du politicien et a pratiquement sprinté vers la scène principale, le visage pâle et en sueur sous les dures lumières de la salle de bal. Le temps était officiellement écoulé. Les créanciers étaient dans la pièce. Le piège était entièrement et parfaitement amorcé. J'ai serré le vrai portefeuille bleu fermement dans mes 2 mains, sentant le lourd poids du jugement final de ma famille. Le spectacle spectaculaire allait absolument commencer maintenant, devant tout le monde. Le cliquetis du cristal et de l'argenterie s'est lentement éteint alors que les lumières de la grande salle de bal s'estompaient pour prendre une chaude lueur ambrée. Un seul projecteur blanc brillant a percé l'obscurité, illuminant le centre de la scène. Mon père, Harrison Montgomery, s'est avancé vers le pupitre en acajou poli, ajustant les revers de son smoking en soie. Il avait l'air en tout point du patriarche distingué, projetant une aura d'immense pouvoir et de bienveillance. La foule s'est tue dans une attente respectueuse. Harrison a tapoté le microphone, s'éclaircissant la gorge. Sa voix profonde et résonnante a fait écho dans le système de haut-parleurs massifs, enveloppant les riches participants comme une épaisse couverture de velours. Mesdames et messieurs, a-t-il commencé en souriant chaleureusement à la mer de visage. Ce soir, nous célébrons l'entrepreneuriat, l'innovation et la volonté implacable qui bâtit cette grande ville. Mais plus important encore, nous célébrons la charité. Nous célébrons le devoir fondamental de ceux qui ont atteint la grandeur de tendre la main et de relever ceux qui se noient désespérément dans les dures réalités du monde. Il a fait une pause, laissant les mots lourds s'imprégner dans la salle silencieuse. À la table VIP, George a resserré sa prise sur son verre d'eau, ses jointures devenant complètement blanches. Hélène s'est penchée et a posé doucement sa main frêle sur la mienne. J'ai gardé les yeux fixés sur mon père, maintenant un masque de sérénité parfaite, tandis que mon pouls martelait un rythme régulier contre mes côtes. Je tenais les 2 portefeuilles en cuir bleu nuit solidement sur mes genoux, les protégeant sous le bord de la nappe drapée. Comme beaucoup d'entre vous le savent, notre famille a bâti un empire sur la force et la prévoyance stratégique, a poursuivi Harrison, son ton passant du grandiose au sombre. Mais la vraie force est mise à l'épreuve lorsque votre propre sang vacille. Ce n'est un secret pour personne que ma fille Vanessa a fait face à de graves difficultés. Depuis le décès tragique de son mari, elle a immensément lutté. Elle a tenté de gérer une modeste propriété de ranch dans le comté. Mais malheureusement, elle manquait simplement de sens des affaires et de la discipline financière nécessaire pour garder la tête hors de l'eau. Un murmure collectif a parcouru l'immense salle de bal. Des centaines de regards se sont tournés vers notre table près de la scène. Les riches mondains chuchotaient derrière leurs mains, jetant des regards de pitié profonde et déplacés dans ma direction. J'ai senti le poids lourd et oppressant de leur jugement. Ils voyaient exactement ce que mon père voulait qu'ils voient. Une veuve impuissante et ratée assise avec ses beaux-parents mal habillés, entièrement dépendante de la grâce de la famille Montgomery. Elle a accumulé des dettes massives et écrasantes, a déclaré Harrison, sa voix dégoulinant d'un chagrin fabriqué. Elle a permis que des privilèges soient placés contre sa propriété, mettant en péril le toit même au-dessus de la tête de mes précieux petits-enfants. Nous avons essayé d'offrir des conseils, mais l'orgueil est un défaut tenace. Maintenant, elle fait face à une ruine financière absolue et à une indigence totale. George s'est agité violemment sur sa chaise, son visage s'empourprant d'une rage à peine contenue. Il leur ment à tous, a murmuré George avec acharnement. Ne le laisse pas t'humilier comme ça, Vanessa. J'ai légèrement serré la main de George, sans jamais rompre le contact visuel avec l'homme sur scène. Laisse-le creuser le trou plus profond, George, ai-je chuchoté en retour. Plus il creuse, plus dure sera sa chute. Mais la famille Montgomery n'abandonne pas les siens, a proclamé Harrison, sa voix s'élevant dans un crescendo dramatique d'héroïsme fabriqué. Quand un navire coule, on ne gronde pas le capitaine.
On envoie un canot de sauvetage, et ce soir, ce canot de sauvetage, c'est mon fils, Preston Montgomery. Le projecteur s'est élargi pour inclure Preston, qui est entré sur scène depuis la coulisse gauche. Il portait un smoking noir impeccable et un sourire éclatant et triomphant, mais je pouvais clairement voir la sueur frénétique briller sur son front. Ses yeux se sont dirigés nerveusement vers la sortie arrière où les deux créanciers massifs se tenaient toujours, observant chacun de ses mouvements comme des loups affamés. Preston a rapidement ramené son attention sur le public, saluant modestement alors qu'un applaudissement poli déferlait sur la salle. Preston a accepté avec altruisme d'intervenir et d'acheter le ranch sans valeur et en faillite de Vanessa, a annoncé Harrison, posant une main fière sur l'épaule de mon frère. Il acquiert la terre stérile non pas pour le profit, mais par pure dévotion fraternelle. Il rembourse ses dettes écrasantes, lève le privilège massif contre le domaine, et s'assure qu'elle et ses enfants ne se retrouveront pas complètement sans abri dans les rues de cette ville. C'est l'acte ultime de loyauté familiale. Voilà à quoi ressemble un vrai leadership. La salle de bal a éclaté en applaudissements enthousiastes. Les mondains ont hoché la tête en signe de profonde approbation, complètement captivés par le faux récit du frère bienveillant sauvant la sœur pathétique. Preston s'est délecté de l'adoration, sa poitrine se gonflant d'une arrogance pure. Il m'a regardé depuis la scène surélevée, ses yeux brillants d'une victoire cruelle. Il tenait un épais document juridique dans sa main. C'était le formulaire officiel de mainlevée du privilège, imprimé sur du papier ivoire de première qualité. Ce soir, nous ne parlons pas seulement de charité, a conclu Harrison, levant les mains pour calmer le public. Nous en faisons la démonstration en direct. J'invite ma fille Vanessa à nous rejoindre ici maintenant. Finalisons cet acte de salut sous les projecteurs, où tout le monde peut être témoin du pouvoir de guérison du pardon familial. Monte ici, Vanessa, et accepte ton nouveau départ. Le projecteur a instantanément quitté le podium et m'a cloué sur ma chaise. La lumière blanche aveuglante a illuminé ma robe simple et élégante, et les visages tendus de mes beaux-parents assis à côté de moi. La salle entière est tombée dans un silence complet, attendant ma réaction. Ils s'attendaient à ce que je baisse la tête de honte absolue. Ils s'attendaient à ce que je me traîne sur scène comme une mendiante vaincue acceptant les miettes jetées de la table d'honneur. Au lieu de cela, je me suis levée avec une grâce lente et délibérée. J'ai lissé le tissu de ma jupe et j'ai offert un sourire doux et radieux aux centaines de visages qui me regardaient. J'ai pris les 2 portefeuilles bleu nuit identiques et les ai tenus nonchalamment à mes côtés. J'ai jeté un coup d'œil à Léo et Lily, leur faisant un clin d'œil rassurant avant de me tourner vers les escaliers de la scène. J'ai avancé, mes talons claquant sèchement sur le bois poli des marches. Les applaudissements étaient clairsemés et polis, teintés d'une pitié inconfortable. Je ne l'ai pas laissé m'atteindre. J'ai gardé mon regard fixé directement sur Preston et Harrison. En atteignant le centre de la scène, Harrison s'est reculé du pupitre en acajou, m'offrant l'espace d'un geste large et condescendant. Fais ce qu'il faut, Vanessa, a marmonné Preston sous son souffle, se penchant près de moi alors que j'approchais. Signe les papiers, remets l'acte, et prends ton petit chèque pathétique. N'essaie rien de stupide ou je ruinerai ces gens assis à ta table. J'ai complètement ignoré son murmure toxique. Je me suis avancé vers le microphone, le projecteur brillant inondant mon visage. J'ai regardé la vaste mer d'élite, les politiciens, les caméras des médias capturant chaque seconde de ce spectacle public. Puis j'ai regardé vers la sortie arrière, croisant le regard froid et dur des 2 créanciers clandestins. Le piège était absolument parfait. Merci, père, dis-je, ma voix se propageant clairement à travers le système de haut-parleurs, faisant écho dans la salle de bal silencieuse. Ton discours était incroyablement émouvant. C'est vraiment une belle chose de voir une famille se réunir pour résoudre une crise financière difficile, et tu as entièrement raison. Le fardeau de la dette peut être un poids absolument écrasant, capable de détruire complètement une personne si elle ne trouve pas un salut immédiat. Harrison sourit fièrement, supposant que je jouais directement dans son récit. Il hocha la tête, m'encourageant à continuer ma reddition publique. Cependant, continuai-je, mon ton passant d'une douce soumission à une autorité absolue et nette. Avant de signer le transfert de propriété, cédant la terre à mon frère,
Il y a une pièce critique du protocole juridique que nous devons suivre. Une transaction de cette immense magnitude exige une transparence totale. Le privilège contre le domaine doit être officiellement levé au même moment exact où l'acte est remis. Je me suis détournée du public et j'ai regardé directement Béatrice, qui était assise confortablement à la table du sponsor principal, juste en dessous de la scène. Elle sirotait du champagne, l'air incroyablement ennuyée par les débats. « Mère » ai-je appelé, ma voix résonnant d'un commandement indéniable. « Tu es la principale détentrice du privilège financier contre le domaine de mon défunt mari. Preston détient le document de main levée, mais il nécessite ta signature physique pour devenir juridiquement contraignant. S'il te plaît. Monte sur scène. Rejoins-nous sous les projecteurs afin que nous puissions exécuter ce généreux sauvetage familial simultanément. » Béatrice se figea, sa flûte de champagne flottant à mi-chemin de ses lèvres. Elle me foudroya du regard, ses yeux se plissant de suspicion soudaine. Cela ne faisait pas partie de leur scénario soigneusement chorégraphié. J'étais censé signer tranquillement mon nom, prendre le chèque et quitter la scène dans une disgrâce totale. Je n'étais pas censé prendre le microphone et lancer des demandes publiques directes. « Avance-toi, mère » ai-je encouragé, projetant un sourire de société radieux, absolument impeccable et incroyablement poli. Béatrice hésita. Les applaudissements polis du public s'étaient complètement évanouis, remplacés par un silence épais et inconfortable. Elle regarda Harrison, dont le sourire confiant commençait à se fissurer sur les bords. Il lui fit un signe de tête, un mouvement sec du menton, lui signalant de jouer le jeu et d'en finir. Béatrice se leva, lissant la soie émeraude de sa robe de créateur, et se dirigea vers les escaliers de la scène. Son visage était un masque de grâce aristocratique, mais ses yeux lançaient du pur venin alors qu'elle montait les marches. J'ai parfaitement croisé son regard, tenant le vrai portefeuille en cuir bleu dans mes mains. Preston s'agita, son sourire forcé ressemblant plus à une grimace. Il tendit la main, s'attendant à ce que je lui remette le faux dossier. Je l'ai ignoré, me dirigeant directement vers le pupitre où se tenait mon père. J'ai posé le portefeuille ouvert à plat sur la surface en acajou poli. Le document à l'intérieur était impeccable. Le formulaire officiel de main levée du privilège se trouvait juste au-dessus, ne nécessitant qu'une seule signature pour que le terrain soit libre et quitte de toute charge. J'ai offert à ma mère un stylo plume en argent. La foule regardait, le souffle coupé, entièrement captivée par le théâtre de la famille Montgomery. Béatrice arracha le stylo de mes doigts, ses ongles en acrylique s'enfonçant dans ma peau pendant une brève seconde de dépit. « Tu vas regretter cette petite comédie, Vanessa », murmura-t-elle sous son souffle, sa voix à peine audible par-dessus le bruit ambiant de l'immense salle de bal. Je me suis penchée, gardant mon sourire impeccable intact. « Signe juste le papier, mère », ai-je chuchoté en retour. « Signe-le, et tu pourras retourner à ton champagne. » Béatrice s'agrippa au bord du pupitre. Elle baissa les yeux sur le document, ses yeux parcourant le texte juridique standard. C'était le formulaire exact que ses avocats avaient préparé, standard et sans prétention. Elle pressa la pointe argentée du stylo contre le papier parchemin épais et signa son nom d'un trait vif et agressif. L'encre sombre sécha instantanément. Le piège ultime s'était refermé avec succès. À la seconde exacte où le stylo quitta la page, j'ai agi avec une précision impitoyable et exercée. Je n'ai pas attendu qu'elle recule ou que Harrison fasse une autre grande annonce. J'ai tendu la main, saisi le document de main levée du privilège fraîchement signé et les plié en deux. Avant que Béatrice ou Preston ne puissent même enregistrer mon mouvement soudain, j'ai glissé le lourd parchemin directement dans mon sac de soirée de créateur et j'ai refermé le fermoir doré. Le clic sec a résonné à travers le microphone du pupitre, sonnant comme un lourd marteau de juge frappant son bloc. « Que fais-tu » a exigé Béatrice, sa voix vive et soudainement paniquée. « Où est le transfert de l'acte ? Donne l'acte à ton frère. » Je me suis reculé du pupitre, laissant le portefeuille bleu vide sur le bois. Je n'ai pas cherché le faux dossier dans ma robe. Je ne leur ai pas offert le contrat de 250 000 $ dont ils avaient désespérément besoin. Au lieu de cela, j'ai regardé la vaste audience scintillante. Les visages de l'élite de la ville étaient tournés vers la scène, leurs expressions passant d'un intérêt poli à une véritable confusion.
J'ai senti le regard lourd des deux créanciers massifs près des portes de sortie. Ils n'avaient pas bougé d'un pouce, leurs yeux froids fixés entièrement sur Preston. J'ai levé la main et j'ai regardé vers le fond de l'immense salle de bal, croisant le regard du technicien assis dans la cabine audiovisuelle surélevée. Je lui ai fait un seul signe de tête définitif. Le technicien, que j'avais grassement payé plus tôt cet après-midi, a immédiatement appuyé sur un bouton de son tableau de commande numérique complexe. L'éclairage ambré doux de la grande salle de bal s'est instantanément estompé, plongeant le public dans une ombre expectative. Derrière la scène, l'immense écran de projection qui affichait auparavant le logo du gala de charité a pris vie. Une lumière blanche aveuglante a illuminé toute la scène, projetant de longues ombres nettes sur les visages de mon père, de ma mère et de mon frère. La foule a laissé échapper un souffle collectif alors qu'un immense document juridique haute résolution apparaissait à l'écran, agrandi à 6 mètres de haut pour que chaque personne dans la salle puisse le lire. Ce n'était pas un pathétique transfert d'actes à Preston Montgomery. C'était le contrat de rachat d'entreprise finalisé et entièrement exécuté du promoteur international d'EcoResort. Le logo de l'immense conglomérat trônait fièrement en haut de la page. Absolument. En dessous, les termes de la vente étaient exposés dans un texte juridique clair et indéniable, imprimé en caractères noirs gras. J'ai attrapé le microphone du support, ma voix résonnant avec une autorité calme et terrifiante qui a traversé les murmures soudains et frénétiques de la foule. Merci, père, dis-je, mes mots tombant comme des pierres lourdes dans la salle silencieuse. Merci pour ton discours incroyablement émouvant sur la loyauté familiale. Et merci, mère, d'avoir publiquement signé la main levée absolue du privilège contre le domaine de mon défunt mari. C'était la dernière exigence dont j'avais besoin pour conclure légalement cette transaction. Je me suis tourné vers l'immense écran derrière moi, faisant un geste gracieux vers le document agrandi. Je veux partager ce profond moment de salut financier avec vous tous ce soir. Comme vous pouvez le voir, le ranch a bien été vendu. Cependant, il n'a pas été vendu à mon frère. Il a été acquis cet après-midi par une société de développement mondial. Le pointeur laser dans ma main s'est allumé, projetant un point rouge vif. J'ai encerclé le prix d'achat final, mettant en évidence les chiffres gras et indéniables pour que toute l'élite de la ville en soit témoin. La foule a explosé. L'atmosphère polie et contenue du gala de charité a disparu instantanément, remplacée par une vague chaotique de hoquets de surprise, de chuchotements bruyants et d'incrédulité absolue. Les chiffres brillaient sur l'écran, se gravant dans les rétines de chaque investisseur, politicien et personnalité médiatique de la salle. 88 millions de dollars. L'ampleur de la somme a frappé la salle de bal comme une onde de choc. Les flashs des appareils photos de la presse ont soudainement commencé à crépiter, stroboscopant frénétiquement alors que les journalistes se précipitaient pour capturer l'écran massif et les visages stupéfaits de la famille Montgomery sur scène. À la table VIP juste en dessous de la scène, George était assis parfaitement immobile, la mâchoire tombante alors qu'il regardait les chiffres massifs. Hélène couvrit sa bouche de ses deux mains tremblantes, des larmes de choc absolu et de profond soulagement. Ses larmes de joie coulaient sur ses joues pâles. Léo et Lily applaudissaient, ne comprenant pas entièrement les détails financiers complexes, mais reconnaissant le triomphe absolu qui émanait de ma posture. J'ai regardé ma famille, ma vraie famille, et je leur ai offert un véritable sourire victorieux. Ils étaient en sécurité maintenant. Le cauchemar oppressant de la pauvreté et de la peur avait été définitivement banni par les chiffres lumineux projetés au-dessus de nous. Puis j'ai reporté mon attention sur les personnes qui se tenaient à côté de moi. Harrison avait l'air d'avoir été physiquement heurté par un train de marchandises à grande vitesse. Il a reculé en trébuchant, sa main s'agrippant au bord du pupitre en acajou pour ne pas s'effondrer complètement sur le sol. Son visage aristocratique parfait était entièrement vidé de sa couleur, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans produire un seul son cohérent. Le puissant patriarche de la famille Montgomery était complètement rendu sans voix devant tout le monde. Béatrice se tenait figée, fixant le portefeuille bleu vide sur le pupitre, son esprit essayant frénétiquement de traiter l'erreur catastrophique qu'elle venait de commettre. Elle avait signé la main levée du privilège. Elle avait renoncé à son seul point de levier. Elle m'avait remis les clés absolues du royaume, de manière totalement légale, devant des centaines de témoins.
Son plan désespéré et cruel pour m'humilier s'était retourné contre elle avec une précision dévastatrice et mortelle, la laissant publiquement humiliée à la place. Mais c'est Preston qui a vraiment compris le danger mortel et immédiat de la situation. Il a regardé le chiffre de 88 millions sur l'écran massif, sa poitrine se soulevant alors qu'il haletait. La couleur a quitté son visage, rendant sa peau d'une teinte maladive et terrifiante de gris pâle. Il a regardé ses propres mains vides, réalisant qu'il ne tenait absolument rien. Le transfert de propriété sans valeur dont il avait désespérément besoin avait entièrement disparu. Ses yeux, écarquillés d'une terreur pure et sans mélange, se sont dirigés frénétiquement par-dessus les têtes de la foule aisée, cherchant désespérément les portes de sortie arrière. Les 2 créanciers massifs en costume gris bon marché s'étaient avancés de l'ombre profonde. Ils n'observaient plus simplement de loin. Ils descendaient délibérément l'allée centrale, bousculant les mondains choqués, leurs yeux froids et violents fixés en permanence sur Preston. Ils savaient exactement ce que le document massif à l'écran signifiait pour leur argent manquant. Preston n'avait pas le terrain. Ils n'avaient pas leur argent. Il ne leur était plus d'aucune utilité. Une panique primaire et désespérée s'empara de mon frère. Il se jeta en avant, ses mains tremblant violemment alors qu'il attrapait le pied du microphone. Il me l'arracha des mains, me faisant presque tomber. « Non » hurla-t-il, sa voix se brisant. « C'est un faux. Le document est un faux. Éteignez l'écran maintenant. » Preston se jeta en avant, ses mains cherchant frénétiquement le pied du microphone. J'avais parfaitement anticipé son geste désespéré. D'un mouvement rapide et fluide, j'ai pivoté sur le côté, laissant son élan le porter au-delà de moi. Il a trébuché maladroitement, ses chaussures en cuir coûteuses glissant sur la scène en bois poli. Avant qu'il ne puisse retrouver son équilibre, je me suis avancé en douceur au centre de la plateforme, tenant fermement le lourd microphone en argent dans ma main droite. J'ai regardé mon téléphone posé sur le pupitre. Une bannière de notification vert vif a clignoté sur l'écran, confirmant l'exécution numérique finale de notre plan complexe. Le document est absolument authentique, Preston, dis-je, ma voix résonnant avec une précision cristalline à travers les haut-parleurs massifs. Et je peux confirmer officiellement qu'il y a 10 secondes, le virement de 88 millions de dollars a complètement quitté notre séquestre numérique sécurisé. Les fonds se trouvent actuellement en toute sécurité sur mes comptes personnels. La salle de bal a éclaté en une autre vague de hoquets assourdissants et de chuchotements frénétiques. Les riches mondains qui m'avaient plainte il y a à peine 5 minutes me regardaient maintenant avec un mélange d'admiration absolue et de choc brut et non filtré. Mon père, Harrison, est resté figé à proximité sur scène. Il se tenait près du bord de la plateforme, son visage un masque de réalisation pâle et terrifié. Il a regardé tout son empire financier s'effondrer sous le poids de mes représailles publiques. Preston s'est relevé péniblement, ses yeux se dirigeant frénétiquement vers le fond de la salle, où ces 2 créanciers massifs de la pègre avançaient régulièrement dans l'allée centrale. Ils marchaient à pas lents et délibérés, leurs yeux froids fixés sur mon frère. Preston a ouvert la bouche pour parler, mais aucun mot n'est sorti. Il était complètement paralysé par l'ampleur de sa ruine imminente. Je me suis complètement retourné. Je me suis détourné de ma famille biologique, ignorant complètement leur pathétique démonstration de panique. J'ai dirigé mon attention exclusivement vers la table VIP située directement en dessous du bord de la scène. George et Hélène étaient assis parfaitement immobiles, me regardant avec des yeux pleins d'une émotion écrasante. Léo et Lily tenaient les mains de leur grand-mère, sentant le profond changement d'atmosphère. Ces 5 dernières années, on m'a dit que j'étais un échec complet, ai-je poursuivi, ma voix s'adoucissant légèrement mais conservant son ton autoritaire. On m'a répété à maintes reprises, par les personnes qui se tiennent derrière moi aujourd'hui, que je manquais d'intelligence, de discipline et de valeur pour survivre dans ce monde. Quand mon mari est décédé, ils ne m'ont pas offert une once de réconfort. Ils m'ont offert des ultimatums impossibles. Quand je luttais pour payer les courses de base et que je me battais pour assurer la sécurité de mes enfants, ils ont tourné le dos et verrouillé leurs lourdes portes. La salle de bal est tombée dans un silence stupéfait et captif. Le cliquetis des verres en cristal a cessé entièrement. Chaque invité était suspendu à mes lèvres, regardant la façade polie de la famille Montgomery se briser parfaitement.
Ils se sont brisés en 1 million de morceaux déchiquetés juste là. Mais je n'étais pas entièrement seule, dis-je, regardant directement dans les yeux remplis de larmes de Georges. Quand mon propre sang m'a abandonné pour que je gèle, quand ils ont laissé mes jumeaux orphelins de père affronter une réalité dure et terrifiante sans filet de sécurité. Une autre famille s'est avancée. Ils n'avaient pas une vaste richesse d'entreprise. Ils n'avaient pas de manoir tentaculaire ni de puissantes relations politiques. Mais ils avaient quelque chose de bien plus précieux. Ils avaient un amour inconditionnel. J'ai fait une pause, prenant une profonde inspiration pour maîtriser mes émotions. Hélène a pressé sa main contre sa bouche. Ses épaules fragiles tremblaient de sanglots silencieux, écrasantes et magnifiques. Georges s'est redressé, la mâchoire serrée d'une fierté féroce et protectrice. Georges et Hélène nous ont accueillis sans une seconde d'hésitation, ai-je déclaré, ma voix résonnant d'une gratitude absolue. Ils nous ont donné leur maison, leur nourriture et leur protection indéfectible. Ils ont sacrifié leur propre confort et leur sécurité pour s'assurer que mes enfants ne se couchent jamais le ventre vide. Ils m'ont aimé comme leur propre fille. Et ils n'ont jamais demandé une seule chose en retour. Ils ont prouvé que la vraie famille est entièrement définie par les actions et les choix. Non par la biologie. Elle n'est pas simplement définie par un accident de la génétique. J'ai plongé la main dans la poche cachée de ma robe de soirée et j'en ai sorti une autre enveloppe épaisse. Je l'ai brandie pour que toute la salle de bal la voie. Ce soir, je change officiellement le récit, ai-je annoncé. Ce soir, je m'assure que les personnes qui m'ont réellement sauvé la vie n'auront plus jamais à se soucier d'un seul fardeau financier. J'ai légalement établi une fiducie irrévocable de 40 millions de dollars au nom de Georges et Hélène. Cette fiducie est complètement scellée et gérée activement par d'incroyables professionnels du secteur bancaire. Les fonds sont gérés activement par des fiduciaires d'entreprises de premier ordre. Elle couvrira en permanence toutes les prochaines opérations médicales d'Hélène, ses soins de convalescence prolongés et leur confort absolu pour le reste de leur vie. Un murmure stupéfait a parcouru la foule, suivi d'une vague soudaine et spontanée d'applaudissements sincères depuis le fond de la salle. Les riches investisseurs et politiciens assistaient à un acte sans précédent de justice émotionnelle brute. Tu ne perdras jamais ta maison, Georges, dit Brie, regardant l'homme courageux qui avait physiquement jeté mon frère de son Porsche. Tu ne te soucieras plus jamais des factures. Tu n'auras plus jamais à te soucier du coût d'une ambulance ou d'un lit d'hôpital. L'argent est légalement à vous, et il est complètement intouchable pour toujours maintenant. Hélène laissa échapper un grand sanglot joyeux, serrant Léo et Lily dans une étreinte féroce. Georges essuya rapidement une larme de sa joue burinée, me regardant avec une expression de gratitude profonde et sans bornes. C'était le plus grand moment de toute ma vie. J'avais assuré leur avenir, et je l'avais fait en démantelant les personnes mêmes qui avaient essayé de nous détruire. Mais le beau moment, le beau triomphe émotionnel a été violemment interrompu par des cris forts. Un cri aigu et sauvage a soudainement résonné sur la scène immense. Béatrice Montgomery avait finalement complètement craqué sous la pression massive. La réalisation que 40 millions de dollars étaient remis aux personnes mêmes qu'elle méprisait a complètement brisé son fragile sang-froid aristocratique. Elle a abandonné toute prétention de grâce de la haute société et a pratiquement sprinté sur scène, sa robe émeraude fouettant ses chevilles. Son visage était tordu en un masque de fureur pure et sans mélange. « Tu ne peux pas faire ça », a hurlé Béatrice en se jetant vers moi avec des mains griffues. « Espèce de petite misérable ingrate. Tu nous appartiens et tu nous dois tout maintenant. » J'ai reculé en douceur, gardant fermement le microphone dans ma main. Mon père a essayé de lui saisir le bras pour la retenir et sauver une infime parcelle de leur dignité publique, mais elle l'a violemment repoussée. Elle était entièrement consumée par une cupidité toxique et déchaînée. Elle a atteint le pupitre et a saisi la base de mon pied de microphone, le tirant violemment vers son visage. « Cet argent appartient à la famille Montgomery », a hurlé Béatrice dans le microphone ouvert, sa voix amplifiée à un volume assourdissant dans toute la grande salle de bal. « Nous t'avons élevé. Nous avons payé pour ton éducation coûteuse et ta vie parfaite. Nous t'avons nourri et vêtu et nous t'avons donné notre nom très respecté. Tu nous dois cet argent maintenant. J'exige ma juste part en tant que ta mère biologique. » Toute la salle de bal a reculé de dégoût absolu devant ces paroles.
Les riches mondains qui avaient applaudi le faux discours de charité de mon père regardaient maintenant Béatrice avec une horreur ouverte et indéniable. Elle exigeait publiquement une part des fonds que je venais de donner à une femme mourante. Elle diffusait sa cupidité toxique et superficielle aux personnes les plus puissantes de la ville. Tu nous dois, a continué à crier Béatrice, ses yeux me fixant sauvagement avec une fureur brute et dérangée. Ses yeux étaient complètement fous et fortement injectés de sang de rage. Nous avons dépensé des millions pour t'élever pour que tu sois une dame convenable. Tu ne peux pas simplement donner 40 millions de dollars à ces pathétiques moins que rien qui cultivent la terre. Ils ne sont rien comparés à nous aujourd'hui. Nous sommes ta vraie famille. Donne-moi les codes d'accès à la fiducie tout de suite. Vanessa, avant que je ne te ruine complètement pour toujours. Je suis restée parfaitement immobile, laissant ces cris maniaques et toxiques résonner à travers les haut-parleurs massifs. Je n'ai pas interrompu sa diatribe. Je n'ai pas essayé de crier plus fort qu'elle. Je l'ai simplement laissé détruire complètement sa propre image publique devant la société même qu'elle vénérait par-dessus tout. Chaque appareil photo dans la pièce a flashé rapidement, capturant sa folie. Chaque caméra dans la pièce enregistrait sa crise de nerfs féroces. Chaque journaliste prenait des notes frénétiques sur son calepin. La réputation de la famille Montgomery était officiellement morte et enterrée sous une montagne de ses propres mots avides. Preston était toujours paralysé, regardant sa fin imminente approcher depuis l'allée centrale. Harrison couvrit son visage de ses mains, réalisant la finalité absolue de leur destruction complète devant le monde. J'ai regardé Béatrice s'effondrer complètement. Son visage était d'un rouge tacheté et laid, son souffle sortant en halètement saccadé et désespéré. Elle s'agrippait au pied du microphone comme si c'était le dernier morceau de bois flotté dans un océan agité et violent. Lentement, j'ai tendu la main et j'ai enroulé ma main autour de la tige métallique lisse du microphone, juste au-dessus de sa poigne crispée. Je n'ai ni tiré ni secoué. J'ai simplement exercé une pression constante et irrésistible jusqu'à ce que ses doigts cèdent enfin. J'ai ramené le microphone à mes lèvres, maintenant mon calme parfait face à son hystérie déchaînée. Mère, tu parles avec tant de passion des liens sacrés du sang, dis-je, ma voix tombant à un registre bas et glacial qui a commandé un silence absolu de la vaste salle de bal. Tu exiges la loyauté et une part financière massive simplement parce que nous partageons un nom de famille. Mais tu m'as appris une leçon très différente et précieuse. Quand mon mari est mort et que mes enfants mouraient de faim. Tu m'as appris que le sang ne compte que lorsqu'il ne te saigne pas à blanc. Béatrice a ouvert la bouche pour crier une autre insulte toxique. Mais l'autorité glaciale de ma voix a gelé les mots dans sa gorge. Elle a reculé en trébuchant, sa robe émeraude s'accrochant au bord d'un câble de haut-parleur. J'ai tourné mon attention vers le centre de la scène où Preston restait complètement paralysé. Il ressemblait à un animal acculé, transpirant abondamment sous les lumières blanches et aveuglantes de la scène. Vous avez présenté Preston ici ce soir comme le sauveur ultime, ai-je poursuivi, m'adressant aux centaines d'invités d'élite qui nous regardaient. Vous l'avez dépeint comme le brillant et réussi enfant chéri se précipitant pour sauver sa sœur pathétique de la ruine financière. Mais cette famille a toujours privilégié la préservation d'une illusion plutôt que de faire face à la réalité financière réelle. Alors regardons maintenant. Voyons-le. Vrai visage de l'enfant chéri. Aujourd'hui, j'ai levé la main gauche, faisant signe aux techniciens dans la cabine audiovisuelle surélevée. L'immense écran de projection derrière nous a vacillé une fois de plus. Le contrat de rachat de 88 millions de dollars a disparu instantanément. À sa place, une cascade de documents financiers hautement confidentiels a rempli l'écran de 6 mètres. C'étaient des relevés bancaires, des avis de saisie et des documents juridiques officiels, tous portant le nom de Preston Montgomery. Des chiffres négatifs rouges dominaient l'écran. Un océan flagrant et catastrophique de dettes insurmontables. Le public a halté à l'unisson, une vague de murmures choqués parcourant la foule constellée de diamants. Preston a laissé échapper un gémissement étranglé et pathétique, reculant d'un pas tremblant. Voici le sauveur de la famille Montgomery, ai-je déclaré en pointant sèchement les documents criants. Preston n'est pas un homme d'affaires prospère. Il fait actuellement face à une faillite totale et absolue. Ces entreprises ne sont que des coquilles vides. Ce sont des sociétés qui perdent des millions de dollars chaque trimestre.
Il a épuisé toute once de bonne volonté. Chaque ligne de crédit et chaque faveur dans cette ville pour financer son style de vie somptueux et imprudent. J'ai cliqué sur le pointeur laser, encerclant un document spécifique au centre de l'écran. C'était un acte de propriété, mais pas pour mon ranch. C'était l'acte du domaine historique des Montgomery, le manoir familial principal situé dans le code postal le plus exclusif de tout l'État. Mais ces échecs personnels n'étaient pas suffisants, ai-je poursuivi, ma voix résonnant d'une fureur juste. Quand les banques l'ont finalement lâché. Preston a eu recours à une fraude illégale flagrante. Ce document là-bas est un accord de garantie. Preston a falsifié la signature de Harrison et a illégalement mis en gage le manoir familial principal pour obtenir des prêts à taux d'intérêt élevés auprès de prêteurs clandestins dangereux et non réglementés. Il a parié l'héritage familial sur ses échecs arrogants. Et il a tout perdu complètement. Harrison laissa échapper un gémissement sec et dévasté. Il se serra la poitrine, fixant la signature falsifiée sur l'écran massif. Il se tourna pour regarder Preston, les yeux écarquillés de trahison horrifiée. « Tu as fait quoi ?» roqua Harrison, sa voix tonitruante réduite à un murmure frêle et brisé. « Tu as hypothéqué ma maison. » Preston ne pouvait même pas regarder son père dans les yeux. Il se recroquevilla sur lui-même, un lâche pathétique exposé sous les lumières vives de la scène. Béatrice se précipita en avant, ses mains s'agitant frénétiquement. « C'est un mensonge » hurla-t-elle, sa voix se brisant. Elle a piraté ses documents. C'est juste une veuve amère et jalouse qui essaie de détruire son frère. Ne l'écoutez pas. J'ai secoué lentement la tête, fixant ma mère d'un regard froid et impitoyable. Tu savais, mère. Vous saviez tous les deux exactement ce qu'il faisait et vous avez choisi de le soutenir quand même. Vous lui avez permis de vous saigner à blanc parce qu'admettre son échec signifiait admettre que votre récit familial parfait était un mensonge total et absolu. Mais le pire, la partie vraiment impardonnable, c'est ce que vous avez sacrifié pour maintenir sa pathétique illusion en vie. J'ai fait signe à la cabine audiovisuelle une dernière fois. L'écran est devenu complètement noir, plongeant la scène dans des ombres austères et dramatiques. Un fichier audio clair et net a commencé à jouer à travers les haut-parleurs massifs entourant la salle de bal. L'acoustique du système de sonorisation coûteux rendait les voix cristallines. C'était l'enregistrement que j'avais capturé des semaines auparavant lors de notre confrontation tendue dans la salle à manger du country club. La voix arrogante et inimitable de Béatrice Montgomery a résonné parfaitement dans la salle de bal silencieuse et choquée, frappant tout le monde profondément ici aujourd'hui. Bien sûr que nous avons dû l'abandonner, ricana la voix enregistrée de Béatrice, dégoulinant d'une indifférence cruelle et insensible. Avez-vous la moindre idée de l'argent dont Preston avait besoin aujourd'hui ? Il avait besoin d'argent pour maintenir ses entreprises à flot. Nous ne pouvions pas gaspiller notre capital liquide pour sauver Vanessa et ses deux jumeaux nourrissons qui crient. Qu'ils gèlent. Je m'en fiche. Preston est l'avenir de cette famille. Vanessa n'est qu'un fardeau. Nous l'avons coupé pour que Preston puisse survivre. C'était le seul choix logique. L'enregistrement audio s'est arrêté, laissant un silence lourd et suffocant dans son sillage terrible. La réalité de ses propres paroles toxiques flottait maintenant au-dessus de la salle de bal comme un épais nuage de poison. Les membres de l'élite de la société, les philanthropes, les politiciens, les riches mondains, ils regardaient tous Béatrice avec un dégoût absolu et non masqué. La répulsion physique dans la salle était palpable. Béatrice porta les mains à sa bouche, ses yeux se dirigeant frénétiquement à travers la mer de visages critiques. Elle regarda ses amis, ses pairs, ses collègues du conseil d'administration partout dans la vaste salle bondée maintenant. Les femmes avec qui elle avait dîné et comploté pendant des décennies détournaient maintenant complètement leur visage, totalement dégoûtées. Elle secouait la tête avec une profonde révulsion. La ruine sociale fut instantanée et absolue. Elle n'était plus la matriarche respectée d'une dynastie puissante. C'était un monstre qui avait laissé ses petits-enfants orphelins de père gelé juste pour financer le jeu illégal et la fraude de son fils. Je ne le pensais pas comme ça, balbutia Béatrice, faisant un pas faible et tremblant vers le bord de la Seine. Vous sortez mes paroles de leur contexte. S'il vous plaît, vous devez comprendre. Mais personne n'écoutait ces excuses pathétiques.
Les journalistes dans la salle tapaient furieusement, leur téléphone capturant tout complètement. Ils capturaient chaque seconde de l'anéantissement total de la famille Montgomery. La forteresse soigneusement construite de leur réputation avait été complètement oblitérée, réduite en cendres par leurs propres actions avides et toxiques. Harrison retourna en trébuchant au pupitre en acajou, s'y agrippant fermement. Il s'y agrippa comme un mourant. Il regarda la salle, l'œuvre de sa vie détruite. Son héritage transformé en une blague cruelle et humiliante. C'était un homme ruiné, dépouillé de son pouvoir et de sa dignité. Preston se tenait figé, complètement isolé sur la scène immense. Il n'avait pas d'argent. Il n'avait pas de propriété. Il n'avait absolument rien. Il n'avait plus de protection familiale derrière laquelle se cacher. Ses crimes étaient diffusés à toute la ville, et ses victimes voyaient enfin la vérité absolue. Je baissai les yeux sur George et Hélène, qui me regardaient avec des larmes féroces et fières dans les yeux. Je l'avais fait. J'avais protégé ma vraie famille et détruit les monstres qui avaient essayé de nous enterrer. Je baissai le microphone, sentant un profond sentiment de clôture envahir tout mon corps. Je tournai le dos au reste pathétique de la famille Montgomery, me préparant à mettre fin à ce cauchemar toxique pour toujours ce soir. J'étais absolument prête à descendre les escaliers de la scène et à rejoindre les personnes qui m'aimaient vraiment inconditionnellement. Mais la soirée spectaculaire n'était pas tout à fait terminée. Un mouvement soudain et lourd au fond de la salle de bal massive attira mon attention immédiate. La foule s'écarta nerveusement comme la mer Rouge, s'écartant pour éviter l'énergie froide et dangereuse qui émanait entièrement de la sortie arrière. Les deux créanciers de la pègre massif, portant leur costume gris bon marché et le lourd poids de la dette non réglementée, en avaient finalement assez vu. Ils se levèrent de leur table et commencèrent à marcher résolument vers la scène. L'histoire du triomphe ultime de Vanessa sur l'Empire Montgomery nous enseigne une leçon profonde et sans compromis sur la loyauté, l'estime de soi et la véritable définition de la famille. La société nous pousse souvent à pardonner l'impardonnable simplement parce que les coupables partagent notre ADN. Nous sommes continuellement conditionnés à croire que les liens du sang exigent des sacrifices infinis, même lorsque ces mêmes liens nous saignent activement à blanc. Cependant, la réalité est radicalement différente. La vraie famille n'est pas un accident de la génétique. Elle se forge par l'action, le choix et le soutien inconditionnel dans nos heures les plus sombres. Lorsque Vanessa a été laissée pour geler avec ses jumeaux nourrissons, ses parents biologiques et son frère n'ont offert rien de plus qu'une porte fermée et une somme dérisoire de $200. Ce furent George et Hélène, des étrangers liés par la compassion plutôt que par le sang, qui lui ont fourni le sanctuaire et l'amour dont elle avait désespérément besoin. De plus, ce récit souligne que la vengeance la plus dévastatrice contre les agresseurs toxiques n'est pas la violence, mais un succès absolu et inébranlable. En assurant son indépendance financière, Vanessa a dépouillé ses agresseurs de leur seule arme, le contrôle. Elle n'a pas permis que leur récit cruel définisse son avenir. Au lieu de cela, elle a laissé leur propre cupidité et leurs actions frauduleuses orchestrer leur chute spectaculaire, prouvant que ceux qui construisent leur vie sur la manipulation finiront par s'effondrer sous le poids de leurs propres mensonges. Vous n'êtes jamais obligé de vous mettre le feu juste pour tenir au chaud des membres de votre famille toxique. Votre valeur est définie strictement par votre résilience, votre caractère et la famille que vous choisissez activement de construire autour de vous. Partagez votre propre parcours de reconquête de votre pouvoir et d'éloignement de parents toxiques dans les commentaires ci-dessous. Si cette